Et bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce deuxième stream. On est parti pour 1 à 2 heures en fonction du temps des sujets, des questions et autres. Ce soir, j'ai prévu de parler un peu des formats de jeu qui existent dans Altered. Il y en a différents qui sont déjà prévus officiellement, il y en aura certainement d'autres qui sortiront, développés par la communauté ou des modes un peu fun, comme des contests et autres. Mais là, ce soir, on va parler des formats qui sont un peu officiels, qui ont été annoncés et conseillés pour les boutiques, notamment pour la sortie du jeu. Je le rappelle, dans une semaine, le 13 septembre. Et on fera aussi un petit tour d'horizon un peu du tout ce qui est un peu compétition. Voir comment se préparer, qu'est-ce qu'il faut pas oublier, qu'est-ce qu'il est bien de faire ou ne pas faire. Pour les... Mon son est bas. Et... alors, si mon son est bas, je peux monter le micro. Que c'est mieux maintenant? Moi tout. La bagarre. Salut Romain. Est-ce que c'est mieux? Ça vous éclate pas les oreilles, c'est bon? Ok, parfait, merci. Merci pour ce retour. Donc du coup, comme je disais, on va parler donc de tous les formats qui existent. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous posez les questions. Je ferai des petits temps morts et on pourra répondre. Salut Mickey. Et du coup, on va parler des formats qui existent, on va parler un peu de la compétition, parce qu'il y a une grosse compétition qui se prépare en octobre, pour ceux qui se seraient inscrits ou qui ne seraient pas encore inscrits. Je sais pas s'il reste des places. Il y a l'Open Altered qui se passe à Angers de 1024 joueurs. Donc ça sera un gros tournoi. Donc comment pas se préparer, mais au moins les petites choses que moi je connais qu'il ne faut pas oublier, et bien qui est conseillé de faire. Il reste encore 50 places, parfait, j'avais pas regardé. Ceux qui n'ont pas de place et qui veulent encore y aller, c'est le moment. Donc oui, on va en parler, parce que du coup ça permettra, ceux qui connaissent pas les tournois de se préparer. Moi je suis pas non plus un spécialiste des tournois, j'ai pas fait de grosses compétitions, j'ai fait des petits tournois à droite à gauche, et j'ai pu avoir des petits tips à donner, notamment pour ceux qui débutent. Et puis on regardera un peu les petites news qu'il y a à droite à gauche pour Alter, parce qu'il y a une news qui est sortie notamment hier, concernant un peu leur roadmap, donc leur déroulé de sortie de toutes les applications, de toutes les features du site ou des applications boutiques et autres. Ils ont fait une petite actualisation, donc on verra ce qui a changé ou pas, si ça suit bien son cours. Je sais qu'il y a eu des petits décalages pour certaines choses. Du coup, on va regarder ça ensemble. En attendant, s'il y en a qui ont vu la vidéo de la semaine dernière en rediff sur ma chaîne YouTube ou sur Twitch, ou si étaient là dans le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi par rapport à la semaine dernière. Avant qu'on commence, je peux faire des retours sur ce qu'il y a eu. Et sinon, après, on va dans le vif du sujet directement. En tout cas, que tout le monde va bien. La semaine, on est en milieu de semaine, donc ça commence à se terminer. Je sais pas si certains ont des petits tournois à droite à gauche. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'organisent en ce moment. Eh bien, je vous propose, il n'y a pas trop de questions, qu'on passe directement sur un peu les formats qui existent à Alterne. Donc à Alterne, il existe plusieurs formats. On va avoir le format un peu standard qui existe dans tous les... Alors, il y en a beaucoup qui existent déjà dans tous les jeux de cartes, mais on a un qui va dire celui qui est fait pour les tournois, c'est le standard construit. Le standard construit, c'est quoi? C'est je viens avec mon deck de cartes et je vais faire de la compétition avec tout ça. Si le chat vous gêne sur la droite, dites-le moi, je peux le cacher. Alors le site est en anglais essentiellement pour les news, malheureusement, mais c'est aussi que je suis là, c'est que ça permettra de le mettre en français, enfin, de vous le traduire en français, au mieux possible. Mon anglais n'est pas non plus exceptionnel. Donc le standard construit, c'est quoi? C'est je viens avec un deck, je joue tout le tournoi avec ce même deck là, je ne le change pas en cours de route, c'est-à-dire que ce deck reste là du début à la fin, et je joue avec ça, et j'essaie de gagner des matchs pour gravir les places et potentiellement faire des tops. Les tops, en général les tournois, les formats construits, sauf en fonction du nombre de joueurs, pardon, ça va se passer de la même façon, c'est qu'il va y avoir une phase un peu de qualification,
On va faire des matchs, soit du BO1, donc Best of One, donc c'est le premier qui gagne un match, gagne des points et on passe au suivant, ou Best of 3, qui est le format en général de tous les jeux de cartes, où là c'est le meilleur des 3 matchs. Dès que quelqu'un gagne 2 matchs, il passe au suivant, mais il peut y avoir 1-1 et on fait le 3e match, d'où le 3 matchs possibles. Et en général, quand on gagne un match, on va gagner un certain nombre de points, va nous classer un certain niveau dans le classement, puis en général, on va rencontrer des personnes du même niveau. C'est-à-dire que si jamais une personne est premier du classement parce qu'il a gagné 2 matchs, un dernier ne rencontrera jamais un premier si le tournoi est bien fait. Ça peut arriver qu'il peut y avoir des bugs avec le logiciel et autres, mais normalement, c'est pas censé arriver. Quand vous perdez, vous rencontrez des personnes de votre niveau, et puis vous regagnez des points, et vous remontez, et ça s'équilibre avec le temps. Sur le tournoi, vous rencontrez toujours des personnes qui ont à peu près le même nombre de victoires et de défaites que vous. Il peut y avoir des petits décalages, parce qu'il suffit qu'il y en a un qui a fait un match nul, etc. Donc ça peut se décaler légèrement, mais normalement, c'est à peu près de votre niveau. Et une fois qu'on a passé cette phase de qualification, en fonction des tournois, il va y avoir un top 8, un top 16, un top X. Je dis pas de bêtises, ça doit être 64 à Angers, ou 32. Donc ça va être les 32 meilleurs joueurs ou 64 meilleurs joueurs qui vont faire les phases finales. Et là, on va faire des 16e, des 8e, des quarts, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un gagnant. Donc c'est des éliminations directes dans la 2e phase. Donc le deck format construit, ça se passe comment? Donc, je viens avec mon deck Altered. Le deck est constitué de 40 cartes. 39 cartes jouables et une carte héros. Je le rappelle, dans Altered, on met un héros au milieu qui va définir les 2 zones d'expédition. La zone d'expédition héros et la zone d'expédition compagnon. Et on va pouvoir jouer dans ces zones-là. Donc on a notre deck de 39 cartes qui peut être constitué au maximum de 3 uniques. Les uniques, c'est la rareté la plus exceptionnelle d'Altered, où en gros c'est des cartes qui ne seront jamais identiques, même si un adversaire a la même carte qui a le même nom, vous n'aurez jamais les mêmes stats ou les mêmes effets que la personne en face. Donc c'est limité à 3. Ça permet justement que le jeu ne soit pas cassé parce que des personnes qui sont milliardaires ou millionnaires, je ne sais quoi, achètent toutes les cartes, toutes les uniques qui existent dans le marché et fassent un deck avec des uniques. Donc pour équilibrer tout ça, on a 3 uniques maximum dans le deck. 39 cartes, 3 uniques. Plus 15 rares, pareil. Les rares, c'est pour éviter d'avoir que des decks constitués de rares, parce que les rares, ça reste quand même plus fort qu'une commune en général. Donc ça permet de pouvoir bien choisir son deck et vraiment de le réadapter. Par exemple, moi je suis en train de travailler sur un deck de chez Lyra du héros Fen. Et ce personnage-là, je vois déjà plein de listes différentes dans le deck. Ça veut dire qu'on peut vraiment varier les rares, les communes, et tout ça c'est tout ce qui fait le sel du jeu. C'est tout ce choix-là à faire. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait d'avoir limité à 15 rares, 3 uniques, parce que ça permet vraiment de faire un choix et de changer ses choix en cours de truc, et en cours de partie, enfin en cours de vie du jeu, et de pouvoir justement s'adapter en fonction de comment on a fait, les résultats qu'on a fait la première fois, les résultats qu'on pourrait faire, qu'on peut estimer la prochaine fois, les match-ups qu'on a rencontrés, donc les différents héros qu'on a rencontrés, ceux qui ressortent le plus, on peut s'adapter en fonction d'eux, et prévoir un deck en fonction d'eux. Et il y a vraiment plein de façons de jouer chaque deck, et plein de cartes qui peuvent être bien dans certaines situations, et qu'on choisit de mettre ou pas. Ça fait vraiment un peu des decks uniques. Alors forcément, il y aura des decks qui vont se ressembler, mais ça permet vraiment d'avoir de la variabilité dans les decks, et tout est jouable en réalité. Alors il y a des cartes qui sont un peu moins fortes que d'autres, toujours pareil, mais vraiment on a plein de variabilité et on peut changer, ça sera pas déconnant de changer. On sera pas non plus perdant à trop changer, mais ça permet d'avoir vraiment son propre choix et se faire ses propres choix derrière. Donc un deck de 39 cartes, 15 cartes rares, 3 uniques et donc 21 communes. Voilà. Un deck est constitué de ça, et ça c'est le deck construit. Format construit. Ensuite, on va arriver dans les modes un peu exotiques. Les transfuges, c'est exactement comme les rares, tout à fait. Le transfuge, c'est la rareté rare, en fait. Donc du coup, une transfuge compte dans les 15 rares. Donc c'est une rareté rare, c'est juste qu'elle vient d'une autre faction. Donc les transfuges sont des rares, elles comptent comme des rares. Tout à fait. Exactement. C'est 15 cartes max entre rares et transfuge, les deux réunis, vu que c'est la rareté. Donc ça, c'est pour le format construit, c'est le plus basique, c'est certainement les tournois qui aura le plus en cours d'année, parce que c'est ce qui va être régulièrement, parce que je rappelle que Equinox
a prévu, on en parlera après, mais ils ont prévu une espèce de Battle Pass comme dans les jeux vidéo, ce qu'ils appellent l'Adventure Pass, où plus vous participez à des tournois en boutique, et plus vous allez gagner des points. Enfin, c'est une participation, un point, et ça vous fait avancer d'une case sur le Battle Pass. Vous gagnez des récompenses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui sera important à suivre pour ceux qui veulent se mettre un peu à la compétition, et pour pouvoir gagner des lots. Les lots sont essentiellement des lots numériques, mais on en reparlera après quand je détaillerai l'Adventure Pass. Et du coup, c'est important de suivre un peu les formats de jeu. Et celui-là sera vraiment, je pense, le plus commun qu'il y aura tout au long de l'année. Les autres formats, on va avoir ce qu'on appelle le draft. Alors, je sais pas trop gros si c'est bien. Normalement, ça doit être à peu près correct. Ça doit être au niveau de l'affichage. Le draft, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans tous les jeux de cartes. Et on va avoir un certain nombre de boosters. Là, en l'occurrence, dans le mode de draft d'Alterne, c'est 4 boosters par personne. Et à ce moment-là, on ouvre le booster, on va regarder ce qu'on a dedans, on prend une carte et on passe à notre voisin. Et on va recevoir le paquet d'un autre voisin. Donc en général, on fait une fois, on tourne à gauche, le tour d'après, on va tourner à droite, le tour d'après, on tourne à gauche, et le tour d'après, on va retourner à droite. Ça permet d'avoir on va toujours avoir les decks de voisins soit de droite, soit de gauche. Et du coup, on va prendre une carte et on va faire tourner comme ça. Et chaque fois qu'on va recevoir un paquet, on va reprendre une carte et on va tourner. On va prendre une carte et on va tourner. Donc ça nous permet de choisir un peu les cartes qu'on va vouloir en fonction de ce qui nous arrive, et donc d'essayer de construire un deck avec ce qu'on va récupérer, donc avec ces 4 boosters. La conception du deck, c'est 30 cartes maximum, enfin minimum, pardon, vous pouvez mettre plus, c'est 30 cartes minimum, avec un héros, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez jouer sans héros, alors pas conseillé, parce qu'un héros apporte toujours un pouvoir, donc c'est toujours intéressant d'en avoir un. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec un héros. Et 30 cartes minimum. Il n'y a pas de limite de rareté. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, si jamais vous récupérez 40 rares et que vous voulez toutes les mettre, vous pouvez toutes les mettre. Si vous récupérez 10 uniques, ce serait peu probable, mais si vous récupérez 10 uniques, et vous pouvez les mettre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de limitation vraiment au niveau de rareté. C'est vraiment, je prends mes decks, je prends les cartes, je les assemble et je fais un deck comme je peux, ce qui est le mieux. Donc c'est à vous de près d'optimiser les decks en fonction de ce que vous récupérez. Mais je n'ai pas de limitation. Et pareil, la limitation de base à Alter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le construit, mais dans le construit, c'est une seule faction. C'est-à-dire que si vous jouez Lyra, vous prenez le héros Lyra et que des cartes de Lyra. Là, dans le draft, vous pouvez mélanger 3 factions maximum. Ça permet d'éviter d'avoir des cas où j'ai pas assez de cartes et je peux pas jouer. Mais du coup, vous pouvez mélanger ces 3 factions. Donc voilà, là ils le disent, 4 boosters scellés, 30 cartes minimum. Et ils expliquent un peu tout le draft là-dessus, mais voilà, le principe du draft, c'est ça. Cette carte-là que je vous montre, je vais dézoomer un peu, hop là. Cette carte-là que vous voyez, c'est des cartes de tokens que vous pouvez avoir dans les boosters. Ils seront normalement fournis en boutique si jamais vous n'en avez pas dans les boosters. Cette carte-là va être utilisée uniquement dans le cas où vous n'avez pas assez de cartes dans votre deck pour le remplir à 30 cartes. Ça vous permet de mettre ça, cette carte-là sera seulement utilisée pour aller en mana. Elle ne sera pas utilisée pour autre chose, mais ça permet de compléter le deck pour arriver à 30 cartes si jamais vous manque 1, 2, 3 cartes. Si vous manque plus, peut-être vous revoyez votre deck et changez sur une couleur que vous avez en plus grande quantité. Mais elle servira, voilà, ça permet juste de compléter votre deck si jamais vous n'avez pas eu des bonnes cartes et vous voulez pas mettre avec n'importe quoi. Des fois, il vaut mieux mettre une carte qui est un peu n'importe quoi dans votre deck et de l'ancrer, mais qui peut potentiellement avoir une utilité, que de mettre un token comme ça. Mais, ce token-là existe, il est censé être fourni par la boutique, ou au pire, si vous en avez chez vous, vous les ramenez. Et ça peut être utilisé pour compléter le deck au besoin, si jamais il vous manque des cartes. Ça, c'est le format draft. Et après, ça va être un peu pareil. Alors, il y a rarement un système de top dans les formats scellés, comme ça, les drafts. Pourquoi? Parce qu'en général, ces formats-là sont utilisés pour les avant-premières, pour des soirées un peu spéciales, mais c'est pas un format vraiment compétitif. Donc il y a rarement des tops faits avec ce format-là. Ce format-là, c'est un des formats qu'on risque d'avoir lors de la sortie officielle. Parce que du coup, en général, c'est soit du draft qui est fait, soit du scellé, soit un autre mode qui a été créé, on parlera après, qui s'appelle le starter boosté,
qui peut être fait sur Alterne. Donc là, c'était le draft. On a moi j'aime bien le dire que c'est un peu le frère jumeau, mais faux jumeau, c'est le scellé. Le scellé, c'est grosso modo la même chose que le draft, à part qu'on va avoir plus de boosters. Dans Alterne, c'est 7, en général dans les autres TCG, c'est 6. Et le principe, c'est j'ouvre tous mes boosters, je regarde les cartes que j'ai, et je fais un deck avec ce que j'ai. Pareil, sur les mêmes principes que le draft, c'est-à-dire 30 cartes, je peux prendre toutes les rares que je veux, toutes les uniques que je veux, je peux mixer 3 factions. Et si j'ai pas assez de cartes, je peux compléter avec les orbes de mana, enfin les mana convergence. C'est le même principe que le draft, à part qu'on fait pas je prends une carte, je te passe à mon bras, non, c'est je garde mes 7 boosters, je les ouvre tous et je fais un deck avec ça. Ça sera un des plus répandus lors de l'ouverture, je pense, avec le starter boosté, pardon. Ça sera un des modes les plus répandus, parce que c'est un mode assez facile, qui est pas mal vraiment pour apprendre à jouer au jeu, pour un peu connaître les mécaniques du jeu, pour pouvoir voir un peu la puissance du jeu. C'est vraiment, dans les jeux de cartes en général, le scellé, je trouve que c'est un bon moyen de pas être dépassé par les autres, parce que la puissance du jeu, ça va vraiment en fonction de ce qu'on va ouvrir. Et après, il y a le côté un peu connaissance, en effet, en disant, tiens, je sais que cette carte-là est forte, je vais pouvoir la mettre, etc., etc. Donc ça, la connaissance du jeu va jouer dessus, mais pas aussi impactante qu'une personne qui va en construire, qui vient avec son deck, avec les cartes qu'il a pu avoir, et alors que l'autre a mis 500 € dans son deck, et il a toutes les cartes qu'il lui fallait à la perfection. Ça change beaucoup, et je trouve que le scellé est un bon moyen pour les nouveaux joueurs qui savent pas vraiment comment construire leur deck perso en construit, bah ça permet de rééquilibrer. Et en général, l'ambiance dans des tournois draft ou scellé, et je suppose les starters boostés, ça sera pareil, la même ambiance, c'est en général plus posé vu que c'est pas aussi compétitif qu'avec un construit. Le construit, vraiment les grosses compétitions seront faites en construit. Les championnats, s'il y a des championnats de France, ça sera fait en construit, s'il y a des championnats d'Europe, ça sera fait en construit, tout ça sera fait en construit. Vraiment, les plus grosses compétitions seront faites en construit. Le reste, c'est vraiment un peu plus léger, et donc facilement discuter avec les autres et avoir des conseils des autres pour tiens, t'aurais dû mettre cette carte là plutôt que celle-là parce que ça te fait ça, ça te fait ça. Ils vont expliquer. En général, ça se passe bien comme ça. La communauté TCG est plutôt agréable à jouer, la majorité des cas. Donc pour moi, ces deux modes-là seront un des plus répandus pour l'ouverture, à l'ouverture d'Alterne, la sortie d'Alterne officielle. Mais après, ça sera le construit. Le quatrième mode, pardon, ça va être le starter boosté. Le starter boosté, c'est un peu la même chose que le draft et le scellé, ça va être encore un faux jumeau à côté. Et vous achetez un starter en boutique en général, donc c'est compris dans la PAF. En général, la PAF, c'est la participation à l'événement. C'est-à-dire que moi, typiquement, je vais faire une ouverture. À la sortie d'Alterne, je vais faire un tournoi. Et c'est du starter boosté. La PAF était de 35 €, il me semble. Et en gros, dans les 35 €, on a le prix du starter, qui est, je crois, pour Alter, ça va être 15-20 € en fonction des boutiques et autres. Vous payez en fait le starter et vous payez en plus 3 boosters que vous ouvrez et que vous pouvez intégrer à votre deck. Vous pouvez modifier votre deck, vous pouvez intégrer des nouvelles cartes, intégrer jusqu'à 3 factions, donc dans le même principe que le draft et le scellé, vous pouvez aller jusqu'à 3 factions et c'est 30 cartes minimum. Vous pouvez vous dire que le deck de base est déjà très bien fait, vous allez jouer avec celui-là et vous avez 40 cartes. En vrai, si vous voulez faire un peu plus, si vous voulez être un peu plus compétitif par rapport aux autres, il vaut mieux descendre à 30 cartes. Que moins on a de cartes dans le jeu, et plus on a de chance de tomber sur les cartes qui nous intéressent le plus et qui vont vraiment avoir un impact dans le jeu. Donc, si c'est conseillé 30 cartes, essayez de passer à 30 cartes et retirer les cartes qui sont vraiment les plus inutiles dans votre starter. Vous voyez ce que vous pouvez intégrer et remplacer à la place d'autres, avec les boosters que vous avez ouverts. Donc voilà pour les modes un peu comment dire, les modes officiels qu'il y a du jeu, surtout celles qui y aura à la sortie. Donc comme j'ai dit, la sortie sera surtout les drafts, les scellés, les starters boostés, et après ça sera plus sur du construit. Il y a de fortes chances. Vous avez des questions déjà sur ces 4 modes, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour répondre au mieux. Sinon, il existe 2 autres modes qui sont pas vraiment officiels et je sais pas s'ils seront faits en boutique. Il y en aura certainement à des moments, mais ça sera vraiment du ponctuel. On va avoir le 2 contre 2 et le chacun pour soi, qui eux ont des règles un peu différentes parce que
Altered, c'est du 1 contre 1, on a une rivière au milieu. Donc comment faire du 2 contre 2? La petite particularité. Le 2 contre 2 ou le 1 contre 1, ça va être fait comme ça. Le principe étant, c'est que quand on est en équipe, donc là c'est en mode 2 contre 2, donc tout ça est sur le site d'Alterne en anglais, si vous voulez les retrouver, les actus, c'est dans les actus, ou sur le KS même d'ailleurs, dans les actus du KS. Mais en gros, le mode 2 contre 2, c'est simple, c'est on est en diagonale avec notre coéquipier. Typiquement, là on peut le voir sur l'image, la team 1 elle est en bas à gauche et en haut à droite, team 2 c'est l'inverse. Et au milieu on a une rivière qui fait une espèce de croix. En gros, notre jeton va faire une espèce de... va faire un virage en fait. Il va pas aller tout droit de l'autre côté, il va tourner. Si moi je suis team 1 en bas à gauche, et ben je vais commencer, mon personnage il va commencer là où il y a ma souris, je sais pas si vous voyez. Il y a un de mes personnages qui va commencer ici, et le second va commencer en bas. Et le principe c'est que je vais les faire avancer, et je vais les faire tourner pour qu'ils se rejoignent. Ce qui fait que moi, je vais affronter un des joueurs de l'équipe 2 sur un côté de mes expéditions. Typiquement, si en bas c'est compagnon et en haut c'est le héros, ça veut dire que le joueur qui est à ma droite, donc le team 2 qui est à ma droite, je vais l'affronter sur l'expédition compagnon. Et le joueur qui est en face de moi, je vais l'affronter sur l'expédition héros. Et mon allié va faire la même chose avec le team 1 et team 2 qui sont de son côté. Donc en fait, on n'affronte pas les mêmes personnes. Je trouve vraiment la mécanique sympa, parce que ça permet d'affronter deux joueurs différemment, et en fait chacun va affronter un joueur différemment sur une expédition, et donc il va affronter potentiellement un deck différent qu'il va devoir gérer différemment en fonction de l'expédition de l'une ou de l'autre. Donc c'est vraiment intéressant comme principe de jeu. Et l'équipe gagnante, c'est la première équipe qui a un des joueurs qui arrive à faire réunir ses jetons. Donc c'est le même principe qu'Altea, c'est on doit faire réunir nos jetons, mais si un des joueurs arrive à faire réunir, l'équipe a gagné. C'est un mode qui est vraiment intéressant, et je trouve ça vraiment, vraiment bien, et je pensais pas que ça allait se jouer comme ça, parce que je me suis dit, mais comment ils peuvent faire du 2v2 la première fois, puis quand ils ont révélé ça, je suis là, je dis, putain, c'est très malin. Vraiment très malin. Et le chacun pour soi, bah, c'est à peu près le même principe. C'est juste que, alors, ça peut se faire à 3, à 5, je pense que c'est un peu plus compliqué quand même à mettre en place, parce qu'il faut à chaque fois rajouter une rivière et faire soit un triangle, une espèce de triangle avec les rivières, ou si on est 5, il faut faire une étoile à 5 branches, etc. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que je vais affronter un joueur d'un côté et un joueur de l'autre. Par contre, ça veut dire que si on est 4, typiquement, à chacun pour soi, j'affronterai pas celui qui est dans ma diagonale. Mais c'est le même principe. Dans les faits, c'est le même principe. C'est le même règle. Et ça, c'est les modes qui existent, en tout cas qui ont été officialisés par Altered. Après, il y a eu d'autres modes un peu fun qui ont été sortis dans des vidéos YouTube, notamment une des vidéos de Hiruyama qui est un créateur de contenu sur Altered. Je vous invite à aller regarder si vous le regardez pas. Où c'est j'ouvre un booster et je joue avec ce booster là, il n'y a pas de question de mana, c'est-à-dire que je peux jouer une carte par tour sans limitation, on s'affronte comme ça. Ça c'est vraiment c'est vraiment fun, ça n'a pas de compétition, c'est à faire entre potes comme ça, rapidement. Et ça c'est un peu les 5-6 modes qui sont officialisés dans Altered, dont des règles sont sorties. Même s'ils ne sont pas finalisés, il me semble que je crois pas qu'on puisse les télécharger sur leur site encore, mais c'est des modes qui sont officialisés. Voilà pour les modes de jeu. Donc, si vous avez des questions pour les modes, si vous voulez revenir sur un mode en particulier, n'hésitez pas. Sinon, on va passer un petit peu sur le jeu organisé, qui va allier avec tout ce qui est compétition et autres. Pas de soucis, t'inquiète, Mickey. Le jeu organisé, donc ça va se jouer par saison. Là, on va commencer la saison à la sortie du jeu Altered, et donc les boutiques vont pouvoir s'affilier au jeu organisé pour pouvoir proposer régulièrement des tournois. Alors, ce sera certainement des tournois construits. Et ça a un intérêt, c'est que pour ce jeu organisé, ils ont prévu ce qu'on appelle un Adventure Pass, qu'on peut voir ici. L'Adventure Pass, c'est quoi? Je vais m'inscrire dans le d'Adventure Pass, à l'Adventure Pass, je vais choisir une faction, et en fait, je vais faire en sorte de promouvoir cette faction.
Dans l'idée, c'est que je vais faire une session un jour dans une boutique, je vais gagner un point et je vais gagner un cadeau. Je vais faire une session un autre jour dans une autre boutique, je vais gagner un point, je vais regagner un cadeau. En fait, à chaque fois qu'on participe à une boutique, on va avancer sur cette aventure pass jusqu'à un maximum et on va gagner des cadeaux. Les cadeaux, je crois qu'ils sont pas... Alors c'est sur celui-là, hop, c'est là, pardon. Les cadeaux, ça va être quoi? Ça va être... Hop, ça va être ça. Voilà. L'Adventure Pass va ressembler à ça pour la saison 1. On va avoir des badges qui seront accessibles sur leur site. Donc ça, c'est du bling bling sur leur site. Ça va être essentiellement du bling bling de toute façon. Mais du coup, voilà, si je choisis la faction, moi qui aime bien Lyra, par exemple, si je choisis la faction Lyra, et ben quand j'atteins le premier niveau, donc le premier niveau c'est quoi? C'est j'ai fait un match en boutique, j'ai gagné un point, j'ai gagné le bronze badge, et donc je gagne le premier badge qui est ici. Vous voyez au niveau de ma souris. Puis si je passe le level 2, le level 2, je vais gagner un foiler commun. Donc les foilers communs, je le rappelle, alternent dans les boosters, à part les boosters Kickstarter, vous n'aurez aucune carte brillante dans les boosters qui sortiront en boutique, celles qui sont verts, les boosters qui sont verts, les boîtes vertes. Les autres c'est du KS. Tout ce qui est booster, donc retail, donc les boosters verts, il n'y aura aucune carte brillante dedans. Le seul moyen de rendre brillantes vos cartes, pour ceux qui aiment bien avoir des cartes brillantes, c'est avec des foilers. Les foilers, il y en a deux types. On a les communs, les rares, les uniques. Les communs vont servir à rendre brillantes des cartes communes, donc de rareté commune. Les foilers rares, les cartes rares, et les foilers uniques, les cartes uniques. Le principe, c'est ça. C'est vraiment, pour les rendre brillantes, je vais devoir dépenser un de mes foilers que j'ai enregistré dans mon application pour dire, ok, cette carte-là, je la veux brillante la prochaine fois que je l'imprime. Donc, plus j'ai de foilers, plus je pourrais rendre mes cartes brillantes. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je sais que des gens aiment bien avoir des cartes brillantes. Donc, le deuxième niveau, le troisième niveau et le quatrième niveau du pass, c'est des foilers communs, qui permettent de rendre brillantes des cartes communes. Donc, on peut en gagner 3 dans le pass. Le niveau 5, c'est un art alternative, donc un visuel alternatif d'une carte. Donc ça peut être soit un spell, un sort, soit un permanent d'une carte commune qui va avoir un visuel alternatif qu'on va gagner grâce à ce pass là. C'est-à-dire qu'on va quand on va l'imprimer, on l'aura en visuel alternatif. De toute façon, vraiment le côté du pass, ça va être essentiellement du visuel. Soit de la rareté, soit du rendre brillant, soit de l'art alternative. Et après, on va monter dans les niveaux. Donc, quand on peut le voir, le niveau 6, je gagne le badge argent. Donc, le badge argent, c'est le suivant, pour Lyra par exemple. Puis, je gagne des rares foilers, donc qui permettent de rendre une carte brillante. Puis, je gagne un spell ou un permanent en art alternatif rare. Ça va me permettre de changer l'alternative d'une carte. Et puis après, on va passer dans Gold Badge, donc le badge en or, et des uniques foilers, des rares spells out of faction, donc c'est des transfuges, qui seront en alt alternative. Puis après, on a le badge Platinum et on a fini le pass. Ça veut dire qu'en gros, il faut participer à 15 événements sur la saison. Une saison, je suis pas sûr que ça a été annoncé officiellement, mais ça doit durer à peu près 4 mois, vu que normalement, ils vont sortir un set tous les 4 mois. Le prochain set, il doit sortir en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc comme ils vont le sortir un set tous les 4 mois, le pass il devrait durer pendant 4 mois, et puis après ça sera un nouveau pass pour une nouvelle saison, etc. pendant 4 mois, etc. Donc ça veut dire qu'il faut participer à 15 événements sur 4 mois pour gagner ces points-là et finir le pass. Pour ceux qui jouent vraiment beaucoup, une fois que vous avez fini le pass, normalement vous aurez la possibilité de reprendre une nouvelle faction et de recommencer un pass à 0. Et donc de gagner des bonus dans cette faction-là. Attention, si vous avez choisi une faction, les alts alternatives seront des cartes uniquement de cette faction-là. Ou des transfuges de cette faction-là. Donc l'aventure pass, c'est vraiment un petit côté vraiment... Enfin, passe de jeu vidéo où en gros on va monter dans les niveaux, on va gagner des bonus, on va débloquer qui vont être visuels, qui peuvent être des fois en soutien et autres. Là, c'est essentiellement du visuel. C'est pas forcément obligatoire, ça vous permettra pas de gagner des choses pour jouer. Là où ça va être intéressant, c'est que quand vous participez à des événements, les boutiques
les boutiques participantes vont recevoir ce qu'on appelle des boosters promo qui peuvent être donnés. Alors, je sais pas ce qui a été défini, je crois pas que ça a été défini. C'est des prix qui peuvent être donnés lors des tournois. Donc, est-ce que c'est un booster par personne et puis peut-être plus pour les gagnants? On n'a pas vraiment encore d'infos pour ça, et peut-être que les boutiques sont même libres d'organiser comme ils le veulent. Ces boosters promo vont contenir 3 cartes. C'est des petits boosters, mais c'est 3 cartes, et dans les 3 cartes, il y a quand même une chance d'avoir des uniques. Donc participer à des événements, outre le fait de faire avancer le pass de combat, peut vous permettre de récupérer potentiellement des uniques via les boosters promo, en fonction de comment ils sont attribués. S'ils sont attribués aux 8 premiers, pas que les 8 premiers, donc dans ce cas-là, il faut réussir à faire des résultats. Si à l'inverse, c'est tout le monde en a au moins un, et qu'après il y en a peut-être plus pour le top 8, dans ce cas-là, il faut juste participer, vous avez peut-être ce booster promo. Donc ça reste intéressant à faire justement pour essayer de récupérer ces boosters promo. Dans les boosters promo, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc on va avoir un slot de cartes qui va être réservé pour un foiler. Un foiler qui peut être commun, rare ou unique. On a la rareté, ici, les chances d'avoir des foilers de tel ou tel type. Donc là, par exemple, on a 56% de chance d'avoir un foiler commun. On a 33% de chance d'avoir un foiler rare et 11% de chance d'avoir un foiler unique. Encore une fois, pour rendre brillant, c'est un autre moyen de récupérer des foilers. Parce que là, il y en a au moins un garanti, quoi qu'il arrive, et donc de raretés différentes. On aura un slot qui est réservé à des jetons, des visuels de jetons. Ça sera des alternatives de jetons. Donc soit le jeton Bouddha, donc le petit chien rouge, qui va avec l'un des personnages de Bravos, avec Kojo. Le mot, qui est un token qui va avec un personnage de Izmir. J'ai plus le nom. Et là, on a 33% de chance de l'avoir, celui-là. Bonne soirée, Jean. Merci. À bientôt. Du coup, on va avoir un token de mots. 33% de chance d'en avoir un. On va avoir les jetons Ordis mâle et femelle, parce qu'il en existe 2 versions. Pareil, 33% de chance d'en avoir un. Et le Brass Bug, donc c'est le jeton qui est chez Axiom. On aura 17% de l'avoir aussi. Ça, ce sont des jetons avec des alternatives. Ça ne sera pas les mêmes que ce qu'on ouvre dans les boosters. Juste, encore une fois, pour rendre un peu plus bing le deck. Mais ça reste toujours intéressant et sympa quand on arrive à en récupérer. Et le 3e slot est réservé pour des promos exclusives. Donc les promos exclusives, je vais en avoir quelques-uns ici. Hop. C'est des cartes de héros dont le visuel est en full art sans texte. En gros, je vais vous les montrer. Ça va se voir, ça va pas se voir évidemment. Hop là, voilà. Là, j'ai ce héros-là, qui est une carte promotionnelle. Donc il n'a pas d'alt alternative. Il n'a pas de texte, pardon. C'est le même art normal, sauf qu'il est en full art. Et voilà. Donc on en a 18 au total de disponibles, sauf que là, il n'y en a que 6. Pourquoi il n'y en a que 6? C'est parce que les cartes promo de 2023 étaient disponibles uniquement pendant le dernier semestre 2023. Et quand ils faisaient leur roadshow, qu'ils présentaient le jeu dans les boutiques, dans les événements, en général, ils en distribuaient. Et c'était uniquement disponible à ce moment-là. Et donc, ces 2023-là, on n'en trouvera plus. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui ouvrent dans des booster cases, des cartes promo, c'est marqué promo 2023. Ces cartes-là, en général, valent un certain prix parce qu'elles ne sont plus trouvables. On ne peut plus les récupérer autrement que les achetant à d'autres personnes qui les ont déjà eues. Et dans les promos, donc du coup, premier semestre de 2024, on a eu un autre lot de cartes promo. Et pareil, vu qu'on est dans le 2e semestre là de 2024, ça veut dire que le seul moyen d'ouvrir les promos 2024, c'est de les avoir dans les Kickstarter ou d'en acheter sur Internet. Donc les promos 2024 du premier semestre vont commencer à prendre de la valeur monétaire pour ceux qui pensent aussi à ce côté-là. Et du coup, on va avoir là maintenant les 6 nouveaux héros qui vont être en mode promotionnel, qu'on peut avoir dans les booster cases, mais qu'on pourra aussi avoir dans ces promo boosters. On va avoir Subash et Marmo, Atsadi et Surge, Orak Kibble, Rin Orchid et Waru Imak et Lindy Emo. Bah du coup c'est Lindy qui est le jeu. Et pour chacune de ces cartes promo, on va avoir 10% de chance de les avoir dans le slot 3. Et les 40% restants, c'est les chances d'avoir une carte unique. Donc sur le principe de ce booster, c'est qu'on a plus de chances d'avoir une carte promo d'un héros, parce que c'est 60% en totalité,
Et par contre, pour avoir exclusivement un héros qu'on souhaite, on n'aura que 10% de chance de les avoir. Mais par contre, on a 40% de chance d'avoir une carte unique. Et là, une carte unique, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'elle sera en alternative? Je ne sais pas. Mais voilà. Là, c'est le visuel des héros en carte promo qu'on peut avoir dans ces promos cartes. Voilà pour le promo et un peu le season qui va se passer. Et puis après, l'autre partie du jeu organisé qu'il va y avoir, ça va être surtout les alternatives. Ah bah, on peut peut-être voir d'ailleurs les jetons. Ça, c'est les alternatives des jetons, il me semble. Le training. Ah non, ça, c'est les cartes du pass de combat. Ça. Chaque faction. Donc là, typiquement, pour la faction Axiom, ça sera Mechanical Training, qui sera en commun, en rare, et ça, c'est le visuel alternatif. On a le Physical Training, donc ça, c'est un sort. Et chez Bravos, pareil, en visuel alternatif de commun et de rare. Il n'y a pas les transfuges, je pense qu'ils veulent garder un petit secret derrière. Mais voilà, on a les visuels ici sur le site. Après, il parlait là du lancement et que ce qu'il préconise comme jeu. Donc là, il parlait justement du starter deck et du scellé ici. Donc c'est essentiellement ça qui a été recommandé pour le lancement des boutiques. Et puis derrière, après, ils ont déjà parlé sans avoir encore affirmé exactement comment ça va se passer, quand exactement. Mais ils veulent organiser donc du jeu compétitif à plus haut niveau, dans le sens où ils veulent prévoir peut-être des européennes, peut-être un championnat de France, qui sait, peut-être aussi un championnat du monde, du jeu de cartes alterne. Donc on n'a pas beaucoup plus d'infos, on sait que c'est dans leur papier qu'ils veulent absolument le faire, donc c'est quelque chose qu'ils veulent faire, donc ça se fera. Donc ça veut dire, alors, du coup, les transfuges, ça veut dire que cette carte-là, elle est en transfuge dans une autre faction, et donc ça sera cette arte-là, mais dans l'autre faction. Ok, parfait. Je viens de comprendre. Merci. Merci, Ulysse d'Est. Ok, parfait. Donc en gros, ça sera ces 6 cartes-là qui seront déclinées aussi en transfuge, en alternative. Oui, donc du coup, on parlait du compétition à haut niveau, et donc notamment avec des championnats, potentiellement des championnats du monde, ça a été annoncé en tout cas. C'est dans leur to-do list. Et je crois qu'ils veulent faire ça sur yes, niveau 14. Je l'avais vu tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure sur le pass ici. Ouais, donc les compétitions, c'est forcément dans leur papier, c'est des joueurs de base et ils veulent absolument faire de la compète et faire un championnat du monde. On ne sait pas vraiment si ça n'a pas encore été acté que ça sera en 2025. On espère, mais ça sera peut-être plus sur 2026. On verra comment ça sortira. En attendant, il y a ce tournoi à Angers de 1024 joueurs qui va être un des plus gros. En tout cas, en termes de jeu de cartes. Mine de rien, il y a l'un des plus gros actuellement, ça va être du Lorcana, où je crois qu'ils ont fait du 2000, si je dis pas de bêtises. Là, on est déjà à 1024, le jeu n'est même pas encore sorti. Et c'est déjà rempli quasiment. Il y a vraiment une hype et une envie sur ce jeu qui est vraiment extraordinaire. J'espère que ça durera, parce que moi, le jeu me plaît, j'ai vraiment envie de m'investir, et moi, je vais participer à Angers, et j'espère en faire d'autres par la suite. Et du coup, ça en vient à un sujet que je voulais parler. C'est qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer pour le tournoi, les gros tournois qu'il y aura par la suite. On va avoir dans un premier temps, il faut avoir son deck, donc savoir ce qu'on veut jouer comme deck. Tu vas arriver avec ton deck. Une fois que tu auras fait ta liste, il ne faut pas hésiter à la tester avant, peut-être faire en ligne, etc. Il y aura d'autres moyens de le tester en ligne, on en reparlera peut-être après, si on a le temps. Une fois que tu as ton deck, que tu sais ce que tu vas amener, que tu es arrêté sur une liste, il faut que cette liste-là, tu l'écrives. En tout cas pour Angers, ça a été précisé. Par la suite, il n'y aura plus besoin, mais là pour Angers, c'est précisé qu'il faut écrire sa liste, venir avec une decklist. Donc tu prends un bout de papier ou tu le fais sur Word ou peu importe. Et on écrit telle carte, je l'ai en 3 exemplaires, telle carte, je l'ai en 3 exemplaires, telle carte, je l'ai en 3 exemplaires. En mettant le numéro de la carte,
Normalement, il n'y a pas besoin de mettre la rareté, potentiellement la rareté. Là où ça va être important, c'est pour les communes, il faudra mettre le numéro de la commune, pardon, l'unique, parce que il faudra mettre le numéro de l'unique, parce que l'unique étant unique, pour pouvoir justifier que c'était bien celle-là que vous avez mis dans votre deck, il faudra marquer le numéro qui est en bas de la carte de l'unique. Je peux aller vous montrer une de mes uniques, on aille voir le numéro. Hop. Unique. Leur site marche beaucoup mieux qu'avant, quand même. Quand on prend une unique, tout en bas, vous voyez, on a un numéro. Exactement. Comme on voit tout en bas, on a BTG 009, ça c'est le numéro de la carte, c'est-à-dire que Gian, superviseur d'assemblage, et la carte 009 côté hors 10, U- et il y a 1774. Ça c'est le numéro de l'unique. Et cette carte, ce numéro-là, il faudra qu'il soit marqué sur votre liste pour qu'il puisse vérifier que c'est bien l'unique que vous avez dans votre deck, que vous avez bien mis celle-là dans votre decklist et que c'est bien la même, qu'elle n'a pas changé en cours de route. Parce que comme on peut avoir plusieurs uniques du même nom, je peux vous le montrer avec la Wamulan, alors c'est pas la même faction, ça marche pas, mais je peux vous le montrer avec le Tanuki ici, ou les Hydrakena, j'en ai 3. Si je regarde celle-là, elle va avoir le numéro 1584, alors que l'autre va avoir le numéro 497. Comme chaque numéro est unique, c'est bien ce numéro-là qu'il faudra mettre sur votre decklist. Il ne faudra pas l'oublier, parce que on risque de vous casser un peu les bonbons sur ça. Donc il faut bien le noter. Donc il faut noter vraiment toutes les cartes qu'on a mis, en combien d'exemplaires, et pour les uniques, le numéro de l'unique. Cette decklist-là, il faudra la fournir, pour Angers en tout cas, lors du premier match. Ils vont la demander. Je ne sais pas s'ils feront un check ou pas, mais en tout cas, ils vont prendre la decklist à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose d'important à faire pour ceux qui vont faire Angers. C'est vraiment important de prévoir cette unique-là. De prévoir ces numéros-là, ces decklists-là. Les autres choses dont je vais vous parler seront un peu plus conditionnelles, situationnelles ou plus pour votre mental, votre fatigue, etc. Des petits conseils que je peux avoir entendus à droite à gauche. Un autre truc qui va être important, ça va être le règlement. À l'heure actuelle, on n'a pas de règlement officiel pour les tournois fournis par Equinox, qu'on appelle les competitive rules, qui arriveront comme avec Arcana, ils en ont sorti par exemple. À Altered, ils vont certainement en sortir aussi. Ça va être des competitive rules, ça va être un peu comment organiser les compétitions, surtout les compétitions qui vont avoir un impact dans le jeu compétitif réellement. Les tournois à 16 joueurs, ça n'aura pas un gros impact, donc je pense que les personnes qui organisent des tournois à 16 joueurs ou 32 joueurs sont un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent. Pour les vraiment plus gros tournois, il faudra respecter certaines choses. Typiquement, il y aura un outil pour faire des tournois. Donc là, je crois qu'ils ont acté sur... il y a une news il n'y a pas longtemps pour Tournament, qui est un site web qui permet de faire des tournois. Donc c'est Tournament comme ça, T-O-O-R-M-A-M-E-N-T. Et en gros, c'est un site où les boutiques peuvent organiser des tournois. Et derrière, on peut s'inscrire au tournoi et derrière, ça va automatiquement faire toutes les rounds. C'est-à-dire que dès que je vais faire un match, je vais rentrer mon résultat, je vais dire j'ai gagné, j'ai perdu, etc. Et ça va calculer mes points en fonction de mes victoires, mes défaites. Ça automatiquement m'associer pour les prochains matchs avec telle personne qui va être du même niveau que moi. Ça peut faire du départage aussi, parce que si jamais il y a trop de personnes qui ont gagné autant de points, etc., et que c'est que le top 16 ou le top 8 qui passe, et bien ça fera du départage automatique avec telle personne, en fait, il a gagné contre un tel qui était en dessous, alors que lui, il a gagné contre quelqu'un qui était plus fort, donc en fait, il va passer, alors, etc., etc. Puis le goal average potentiellement, s'il y a du goal average à côté. Donc ça va être des outils qui vont permettre de faire, de gérer les tournois. Donc ça va être d'autres outils qui vont être importants à connaître. Comme ils ont communiqué là-dessus, je suppose que les boutiques vont se lancer sur ce site-là. Mais voilà, ça va être un outil qui sera utilisé, qui sera obligatoire. Donc il faudra l'avoir sur votre téléphone, l'avoir sur votre PC pour faire les inscriptions potentiellement. Il faudra avoir un moyen de pouvoir le checker quand vous serez en tournoi. Pour pouvoir regarder contre qui vous allez tomber. Un autre truc qui va être important, donc toujours dans le règlement, c'est l'histoire des sleeves. Les sleeves, il y a eu beaucoup de cas à l'Arcana et même dans d'autres TCG où des personnes sont arrivées avec des sleeves un peu abîmés, etc. On leur a dit c'est triché parce que vu qu'une sleeve est censée protéger la carte, mais il faut que ça soit tout identique pour être sûr de ne pas pouvoir repérer une carte spécifique dans votre deck.
Yes. Donc les sleeves, ça va être un point important aussi. Ça revient régulièrement dans les TCG. Ça a fait pas un flop, mais ça a eu un petit drama au niveau des sleeves sur leur canal sur certains tournois. Il faut des sleeves en général mat. Donc, moi, je préconise des sleeves à dos uni, ça, couleur unique, parce que ça permet de pas voir à travers et du coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc des sleeves, il faut que votre deck soit fait de couleur mat, non transparente, parce que pareil, si jamais votre dos de carte ou votre carte est abîmée, ça peut se voir à travers et donc ça peut permettre de savoir, ah bah tiens, telle carte, elle arrive dans 3 cartes, etc., etc. C'est vraiment pour éviter les problèmes de triche, parce que ça s'est déjà vu où des gens marquaient leurs cartes et ça trichait comme ça. Donc en général, c'est dos mat. Les sleeves fournis par GameGenic, vendus par GameGenic lors du Kickstarter, pour moi ne passeront pas, parce qu'ils ne sont pas de couleur unie, en tout cas ils ne sont pas de bord unique. On peut avoir des sleeves avec des images comme ça, mais tant qu'il y a un bord de couleur unie, là vous voyez le bord il est blanc. Alors le détourage de la caméra, mais en gros il est blanc. Comme c'est un bord de couleur unie, on ne peut pas marquer sur les côtés réellement la carte, et du coup on ne peut pas voir quand est-ce qu'elle va arriver. Et c'est ce qui en général est demandé dans les tournois. Donc moi en général je préconise je prendrai en tout cas des decks de couleur unie, il n'y aura qu'une seule couleur. Et je prendrai en plus des sleeves de remplacement si jamais une de mes sleeves s'abîme pendant le tournoi, pour pas qu'on me dise ah mais regardez il a une carte abîmée, un sleeve abîmé alors que c'était pas abîmé au début du tournoi. Donc prévoyez des sleeves de remplacement, une dizaine, plus votre deck qui est sleevé complètement avec des sleeves de même ancienneté, parce que si jamais vous avez des sleeves d'ancienneté différentes, bah, il peut y en avoir qui peuvent être abîmés et d'autres pas, donc vraiment essayez d'avoir des sleeves identiques au niveau de l'ancienneté, pour qu'on ne puisse pas vous dire ah regardez ces cartes là sont différentes. Donc ça les sleeves ça va être je pense que ça se fera ainsi un sujet, je préfère en parler dans la vidéo pour vous conseiller de ne faire attention à ça. Maintenant, comme il n'y a pas de règles, pardon, il n'y a pas de règles officielles de compétitif, le reste de ce que je vais vous parler, ça va être plus en termes de physique, mental, pour tenir sur la durée du tournoi. Par exemple, il n'y a aucune obligation de le faire, attention, hein, mais si jamais vous voulez vraiment être dans la compétition et vraiment être au top toute la journée, il faut éviter de manger le midi. Ça ne veut pas dire ne pas manger la journée, mais éviter de manger un bon repas le midi. Pourquoi? Parce qu'après vous allez rentrer en phase de digestion et vous allez être fatigué, vous n'allez pas forcément être concentré parce que vous commencerez à être épuisé de par cette digestion. Même pas forcément de fatigue, mais juste de la digestion. Donc en général, il est conseillé de ne pas manger un gros repas, mais plutôt de faire des gâteaux à droite à gauche, des barres céréales à droite à gauche, pour juste se caler, mais sans se remplir l'estomac pour rentrer en phase de digestion. Encore une fois, ces conseils-là sont essentiellement pour ceux qui veulent vraiment le faire de la compétition et qui veulent vraiment se donner à fond lors du tournoi. Aucune obligation. Moi, il y a des chances que je mange quand même parce que j'aime bien manger. Hein. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire de la compétition, il est conseillé de faire ça. Pareil, prévoir beaucoup d'eau. Alors en général, il y a des points d'eau pour se ravitailler. Mais comme vous allez risquer d'enchaîner les matchs et qu'il n'y a pas forcément peut-être pas forcément 5-10 minutes entre chaque match pour aller se remplir la bouteille, et puis s'il y a que 5-10 minutes entre chaque match et que tout le monde va remplir sa bouteille en même temps, parce qu'il risque d'y avoir une queue et si vous arrivez en retard, vous risquez de voir des avertissements ou voire même de perdre la game. Donc, du retard que vous avez. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre des points, bien évidemment, c'est faire attention à arriver à l'heure à votre match. Comme il n'y a pas de competitive rules officiel alterne pour le moment. Choucroute avant de jouer. J'ai pas. Ouais, on va faire attention avec ta choucroute. Comme il n'y a pas de competitive rule actuellement d'officiel dans Alterne, au niveau des retards, ça sera, je pense, à l'appréciation de l'organisateur. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, malheureusement. Donc là, à moins que l'organisateur sorte un règlement officiel que je n'ai pas vu pour Angers, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Du coup, il faudra faire attention à ça. Essayer d'être à l'heure. Ceux qui vont à Angers. Mais ça sera valable pour tous les tournois en vrai. Hein.
Même les petits tournois de 7 joueurs, si vous êtes en retard, au bout d'un moment, on va vous dire bah stop, fini quoi. Au niveau de ce que vous avez le droit de faire pendant une partie ou pas, déjà, il y a le principe de mélanger son deck et de couper le deck adverse. Normalement, dans les TCG, je mélange mon deck d'abord, je présente à mon adversaire qui va le couper ou le remélanger. Et normalement, après, je ne suis pas censé y retoucher. Je ne suis pas censé le remélanger. Et à chaque fois que je dois mélanger mon deck, je dois le présenter à mon adversaire pour qu'il le coupe, s'il le souhaite. Pour justement éviter, ça permet d'éviter que moi je place mes cartes comme je le veux et que lui il n'a pas la possibilité d'interagir avec ça. Donc à chaque fois qu'on mélange notre deck, on le présente à notre adversaire qui a le droit de le couper ou de le remélanger. C'est important parce qu'on peut vous le reprocher si vous le faites pas. L'autre chose, c'est qu'en plein match, toutes les cartes qui sont censées être visibles pour vous, vous avez le droit de les consulter. Parce que j'ai fait une partie avec un ami hier et il m'a dit que ouais, quand on s'affronte en réel, bah, malheureusement, comme les cartes sont à l'envers, qu'il les connaît pas forcément, bah, il sait pas trop ce que ça fait, il en prend pas compte lorsqu'il fait ses actions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si une carte est en réserve, ou est en jeu, ou est dans la défausse, vu que la défausse est visible, la réserve est visible, les permanents sont visibles, les cartes en jeu sont visibles, vous avez le droit de lui demander de vous la passer pour la lire. Alors, en théorie, vous pouvez même la prendre, la lire, mais par respect, demander au joueur est-ce que je peux prendre ta carte pour la lire, etc. Il va vous la passer, il va vous permettre de la lire. Là où ça va être important, c'est notamment pour les uniques, parce que autant les cartes avec le temps, on va les apprendre, on va les connaître, autant les uniques, c'est quelque chose comme ils sont uniques, c'est une carte qu'on n'aura jamais vue. Alors en général, les uniques ont quand même des effets assez similaires à l'original, même s'il y a quand même des variations. Et comme c'est des uniques qu'on n'a jamais vues, bah on peut pas savoir ce qu'elle va faire exactement. Donc il faut la prendre, la lire pour la comprendre. Même s'il vous l'explique, il va peut-être vous expliquer sur le coup, ça fait ça quand je la joue de la main, il va peut-être pas vous dire tout le texte derrière. Donc pas hésiter à prendre la carte et à lire tout le texte pour vous rappeler. Les cartes que tu mets en mana, les tiennent à toi, oui. Celles de l'adversaire, non. Les cartes de l'adversaire, vu qu'elles sont cachées, tu n'as pas le droit de les regarder. Ça permet aussi d'éviter ce que toi tu comptes les cartes, que potentiellement elle a 3 exemplaires de cette carte là, je sais qu'il en a mis une en mana, donc il ne reste que 2, ça t'évite de penser à tout ça. Mais par contre tu as totalement le droit de re-regarder tes cartes à toi. Et c'est important de le faire pour savoir ce que tu n'as plus en possibilité de jeu. Et notamment moi avec le personnage Fen, qui Fen met automatiquement une carte en mana, j'ai pas le choix de ce que je mets en mana, bah, du coup c'est important de le lire pour voir, ah j'ai perdu ça, ok, il faut que je fasse attention à mon plan de jeu parce qu'il me reste plus que ça. Donc, ce que tu mets en mana, oui. Ce que l'adversaire a mis en mana, tu n'as pas le droit, toi, de regarder ce qu'il a mis en mana. Mais par contre, tout ce qui est visible, donc défausse, réserve, enjeu, les permanents, tu as le droit de lui demander. Il est même obligé de te les présenter. Parce que c'est un droit de regard que tu as. Donc c'est important. C'est important à regarder tout ça. Il n'y a pas de souci. Autre chose que je vous conseille aussi de ramener, c'est du Doliprane, hein, parce que une journée où je crois qu'en G ça commence à 9h les inscriptions, certainement peut-être les premiers matchs à 9h30, 10h, ça va être long, ça fait souvent mal au crâne, surtout s'il fait chaud, s'il y a du bruit, etc. Donc n'hésitez pas à prendre du Doliprane, et c'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Ça peut vous être utile. Pas obligatoire, mais ça peut être utile. Si vous n'êtes pas fragile de la tête, tant mieux. Moi, je sais que, même ne serait-ce que des petits tournois à 30 joueurs, en général, en fin de journée, je commence à avoir mal au crâne. Donc, n'hésitez pas à en prendre. Au niveau du tapis de jeu, c'est aucunement obligatoire. C'est intéressant pour ceux qui aiment bien. Moi, je sais que je joue d'habitude sans. Là, j'en ai acheté pour alterne, mais en général, je joue sans. C'est pas obligatoire dans un tapis de jeu. C'est des fois plus agréable, surtout que des fois les tables peuvent être sales. Bon, je pense que les gens ont laissé dessus et tout, donc ça peut permettre de protéger aussi vos sleeves et vos cartes, potentiellement. Donc vous pouvez ramener un tapis, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Au niveau des jetons de jeu, parce que vu qu'Alterne, il y a beaucoup de jetons de jeu entre le jeton, faction et autres, je sais pas ce qui est vraiment prévu à ce niveau-là. Je suppose qu'ils vont fournir tout ce qui est nécessaire pour jouer.
en tout cas au niveau jetons, au niveau matos, donc les cartes du sang, les cartes, la rivière du tumulte, on l'aura. Je suppose que les jetons les aura aussi. Maintenant, rien ne vous empêche de ramener les vôtres et de jouer avec les vôtres. Niveau là, il n'y a aucune contrainte, je pense. Vu que ça n'a pas un impact et que c'est pas spécifique et que ça va pas vous faire gagner de jouer avec votre propre jeton, vous pouvez les ramener. Voilà, moi, tout ce qui me vient en tête à vous dire, en tout cas pour les tournois. En tout cas, pour le gros tournoi d'Angers, parce que les autres, ça dépendra de la taille des boutiques, hein, concrètement. À savoir que le format qui a été choisi pour Angers, c'est du BO1, donc un match gagnant. Et chaque match durera maximum 30 minutes. Si vous le faites en 15 minutes, bah, tant mieux. Vous avez le temps de faire une pause et potentiellement, quand quelqu'un n'a pas fini, bah, vous êtes en pause et vous avez le temps de vous reposer. Si vous le faites en 30 minutes, malheureusement, si on atteint les 30 minutes, je ne sais pas ce qui a été défini. Encore une fois, il n'y a pas eu de règlement officiel alterne. Donc, est-ce que c'est un match nul? Est-ce qu'on fait encore, je crois qu'il y a 5 minutes de rab, il me semble, pour dire quand tu arrives à 30 minutes, on te fait 5 minutes de bonus et à la fin, c'est finito. Mais je sais pas si on compare, j'ai pas vu si on comparait l'écart ou si c'était match nul pour les deux. Et voilà, j'ai pas vu. J'ai pas vu le règlement de Angers, donc ça dépendra vraiment du règlement d'Angers pour le premier en tout cas. Et après, il y aura une competitive rules fournie par Alterne normalement, qui permettra justement de clarifier tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour le jeu organisé, pour les formats de jeu? Je sais pas en tout cas. Là pour essayer d'y répondre si j'ai les réponses, bien évidemment, parce que je ne suis pas non plus Dieu et j'ai pas forcément toutes les infos là en tête. Mais en tout cas, ça peut être des infos que je peux essayer de récupérer pour la prochaine fois pour les fournir. Sinon, il y avait autre chose que je voulais vous montrer, c'était la roadmap. Alors, elle est là. Hop là. Voilà. En gros, ils ont sorti une news il n'y a pas si longtemps avec pas mal de correctifs qui concernaient notamment l'application, parce qu'il y a eu encore quelques bugs. Il y en a qui parlent d'un mode solo. J'ai rien vu en tout cas sur un mode solo, rien d'officiel alterne en tout cas. Peut-être que des personnes de la communauté a pensé à un mode solo. C'est pas impossible. En tout cas, je l'ai pas vu passer. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais le mode solo, j'ai pas vu. En tout cas, officiellement par alterne, j'en ai pas entendu parler. Encore une fois, c'est pas impossible que la communauté, vu que la communauté va avoir un impact et va potentiellement créer ses propres formats de jeu, ça arrive souvent alterne, au TCG, pardon. C'est pas impossible qu'ils sortent une mécanique de jeu qui sera en mode tiens, solo, pour comment jouer en solo, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça. Mais ça sera je pense, de la communauté. Peut-être que par la suite, ils vont faire comme ils ont fait à l'Orcana, une boîte avec un ennemi qu'il faut affronter différemment, et ça sera un mode solo. Mais ça n'a pas été annoncé officiellement en tout cas. Là pour le moment, ça sera du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 adversaires mais chacun sa peau. Pas que ça pour le moment. Ouais. C'est pas impossible, donc c'est pas impossible qu'il y ait du non officiel sur les serveurs Discord et autres. J'en ai pas vu, mais après c'est pas, encore une fois, c'est pas impossible. Mais souvent, de toute façon, la communauté va créer des trucs, et si ça plaît, peut-être qu'Alterne le rendra officiel et prendra les règles ou les améliorera. Ça s'est déjà vu, comme par exemple à Magic, où on appelle le Duel Commander, où c'est une carte d'un exemplaire dans chaque deck avec 100 cartes dedans. Bah, c'est un Duel Commander, et ça, c'est des règles qui ont été faites par la communauté, qui a été plus ou moins intégré à Magic. Mais comme c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment officiel, quand ils sortent leurs cartes, ils sortent pas forcément pour ça. Mais comme ils l'ont intégré, bah, ils commencent à faire des extensions liées à ce mode de jeu. Donc c'est pas impossible qu'un jour, Alterne, on ait des modes comme ça qui sortent par la communauté, qui plaisent beaucoup et que du coup, Alterne l'intègre à leur mécanique de jeu et sortent des cartes explicitement un peu pour ce mode-là. C'est pas impossible. Donc voilà, donc pour les news un peu sorties récemment, donc c'est des problèmes techniques qui ont été résolus sur l'application, notamment liés à du problème de mass scan, des problèmes d'applications qui ne se connectent pas. Au moment, ils sont toujours pas. On sait qu'ils sont toujours pas sur le Play Store et parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir la validation encore du Play Store pour apparaître sur leur store. Ils travaillent dessus. Pour avoir l'application quand vous êtes sur Android,
il faut télécharger l'APK qui en général est fournie. Alors ça se trouve, elle sera toute à la fin. Mais en général, ils la fournissent comment dire, dans les news. Il faut chercher une news qui parle spécifiquement de l'application et vous aurez l'APK dedans. Il y a juste à cliquer via le téléphone, vous cliquez sur le lien, ça le télécharge dessus, vous cliquez, ça l'installe et ça reste l'application officielle alterne qui juste n'apparaît pas encore sur le store. Donc ça a surtout des problèmes de lenteur qui ont été corrigés, des problèmes de scan, de mass scan, liés certainement à des versions de téléphone ou à des modèles de téléphone spécifiques. Mais ce qui est, moi, en tout cas, m'a intéressé dans cette news, c'est surtout cette roadmap, les roadmaps. Donc la roadmap, en gros, c'est ce qu'ils avaient prévu de sortir et à quelle période ils voulaient le sortir. Là, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui a été décalé, donc ça devait sortir à la base à cette période-là, et en fait, ça a été décalé à une autre période. Donc là, l'account registration, c'est le fait de s'enregistrer sur le site alterne. Donc là, comme là avec moi, avec mon compte, j'ai mon compte à moi, je suis un compte joueur. Et ben, il y a les boutiques qui vont pouvoir s'enregistrer en tant que boutique dans l'application. Et ce qui leur permettra de créer des événements, de potentiellement demander des promos boosters pour donner aux joueurs qui vont jouer pour leur tournoi. Pour potentiellement aussi s'affilier avec eux, peut-être avoir des cadeaux en plus autres que les promos en tout cas. Mais et aussi surtout pouvoir faire valider votre aventure pass pour ceux qui participent à leurs événements. Il faudrait qu'ils soient enregistrés avec un compte boutique. Et du coup ça va être décalé en septembre. Il me semble que dans la news ils disent que c'est plutôt fin septembre pour les boutiques. Mais ce qui va se passer du coup, c'est que quand on s'inscrira pour l'Adventure Pass pour le saison 1, on nous offrira automatiquement 2 niveaux. Donc on sera directement niveau 2 et dès qu'on fera un événement boutique, on sera niveau 3. Donc ça c'est pour pallier au fait qu'il y a du retard. C'est cool de leur part. Et au moins ce qui est bien, c'est qu'à ce niveau-là, ils communiquent bien. Ils communiquent bien sur quand est-ce que ça va sortir et on a du retard, etc. etc. Ça n'a pas été toujours le cas pour tout leur com, mais là en tout cas, je trouve que ça c'est plutôt bien fait. Tout ce qui est outils pour les tournois va être décalé plutôt à 2025. Alors, il n'y a pas de date exacte, donc ça sera courant, je pense que ça sera début d'année 2025. Mais ça sera décalé parce que je pense que c'est beaucoup d'outils à sortir d'un coup. C'est pour ça qu'ils ont conseillé l'outil Tournament pour le paramétrer, pour faire les tournois. Donc à la base, ils voulaient avoir leur propre outil, mais ça leur demande beaucoup plus de taf, certainement. Et du coup, ils vont décaler ça, ils disent utiliser Tournament en gros en attendant. Et après, on aura le nôtre. Ce qui me fait peur, c'est que les boutiques autour de chez moi ne veulent pas s'embêter avec l'Adventure Pass. Ça, malheureusement, ça dépendra beaucoup des boutiques. Hein. Faut que... Mais après, ce qui va se passer aussi, c'est que si jamais ils s'intéressent pas à l'Adventure Pass, bah, c'est pas impossible que Equinox favorise les boutiques qui, eux, s'y intéressent et donc envoient moins de matériel ces boutiques-là. Et c'est dommage parce que les boutiques vivent beaucoup du TCG. Moi, j'ai une boutique à côté de chez moi que certains dans le chat connaissent, qui, j'ai discuté avec eux et en gros, par exemple, leur canard, quand il y a une nouvelle saison de leur canard qui sort, c'est quasiment leur chiffre d'affaires du mois, c'est peut-être 50% de leur chiffre d'affaires. Un TCG, c'est ce qui brasse le plus d'argent dans une boutique parce que c'est de la collection, parce que tu vas vouloir acheter de la quantité et autres. Donc s'ils se lancent pas là-dessus, ils risquent d'être un peu cassés sur les stocks, parce que du coup, ils vont favoriser les autres boutiques qui demandent. Et malheureusement, ils auront pas de joueurs, et ils vont pas pouvoir surfer sur cette hype et profiter de cette hype aussi pour gagner de l'argent, parce que c'est aussi leur but de gagner de l'argent. Je pense que c'est hyper compliqué d'avoir ce passe-là. Encore une fois, quand les outils, je suppose, c'est qu'une supposition, je n'ai pas d'infos, mais je suppose que quand l'outil Tournament sera en place sur leur site, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas t'inscrire à un tournoi. La boutique, elle va juste publier le tournoi. Toi, tu vas t'y inscrire, tu vas y aller. Et après, je pense que la boutique va juste valider les personnes qui étaient présentes. Une fois que c'est validé, derrière, ils n'ont même pas besoin de s'enquiquiner avec le pass. Ils n'ont certainement rien à remplir. Ils vont te valider, toi, ton compte à toi. Tu seras validé vu que tu as participé. Tu as un point. Fini. Je pense que ça sera comme ça. Hein. Donc, en vrai, là, au début, c'est toujours pareil. On est un peu dans une phase transition. C'est un peu du flou. Puis leurs outils sont pas encore tous sortis. Donc, c'est normal. Ça sera peut-être un peu compliqué au début. Mais en vrai, une fois que tout sera en place, à mon avis, ça sera carré et ça sera tellement facile. La meilleure boutique, exactement. Cosinette.
On fait pas de pub, on est bien là. On est bien là, exactement. Mais oui, donc je pense qu'en vrai, les outils, vu qu'Altern, ils ont compris, pour moi, ils ont compris l'avenir du TCG, c'est le fait d'associer le physique et le numérique. Ils vont simplifier au maximum la chose. Ils vont simplifier au maximum la chose. Donc en vrai, ça serait dommage que les boutiques s'y mettent pas parce qu'ils vont juste pas suivre le mouvement et ils vont être perdus à un moment donné et ils vont pas pouvoir profiter de ça. Si le jeu fonctionne et tout, malheureusement, ils seront perdus, ils seront lâchés en route, quoi. Ça les fera pas mourir, attention, hein, je pense pas, mais c'est dommage de pas pouvoir en profiter parce que c'est quelque chose qui peut leur rapporter de l'argent mine de rien. Faudrait que Kings donne des boosters de tournois que quand un tournoi est organisé pour. Bah je crois que c'est ça, hein. Et il me semble que j'ai lu dans la news, c'est justement il faut créer un compte boutique pour pouvoir demander ces boosters promo. Donc dans tous les cas, les boutiques qui voudront des boosters promo, il faudra qu'ils soient associés à ça et associés au pass de combat. Enfin au pass de combat, à l'Adventure Pass. J'appelle ça pass de combat parce que c'est comme dans les jeux vidéo, mais pour moi, oui, ils seront associés dans tous les cas, parce que il me semble que c'est indiqué dans leur news. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas comme ça. Voilà. Donc le Basic Tournament Tools qui a été décalé en 2025, ainsi que les notifications push. Alors ça n'a pas une grosse incidence, c'est juste la notification push, c'est juste recevoir les news poussées sur ton téléphone avec ah j'ai une alerte, j'ai une news, tiens j'ai ça à faire aujourd'hui, j'ai ça, etc. Donc en vrai, ça c'est pas le plus important. Donc si après on regarde tout ce qui va sortir en septembre, on va avoir donc du coup l'account registration pour les boutiques. Ça, c'est ce qui va permettre de justement s'associer au pass de combat et d'avoir ces boosters promotionnels. Donc ça va être important, à avoir, à faire pour les boutiques. L'event manager, donc ça va être quelque chose, je crois qu'ils ont déjà commencé à le mettre d'ailleurs, parce que c'est ici, hop, ouvre. Et on va pouvoir checker un peu par pays. Alors là, je sais pas pourquoi il y a pas le drapeau français. Alors que pourtant, je vais voir l'événement ici, je peux choisir la France. Hein. Et ça va permettre de voir tous les événements qui seront planifiés au niveau des boutiques dans la France en fonction de ta région et autres. Donc ça va être important et c'est pour ça aussi qu'il y aura besoin d'un compte boutique. Ça permettra de planifier ces événements et de qu'elles soient visibles par tout le monde sur leur site. On aura l'outil de deck builder. Et l'outil de deck builder, il sera en haut, là c'est marqué à venir, deck. Je suppose que ça sera dans cette partie-là. Deck builder, ça va être quoi? Ça va être je vais pouvoir construire mon jeu en ligne avec mes cartes à moi qui sont dans ma collection sur le site. Ça sera important de le faire si vous voulez jouer sur Board Game Arena, qui d'ailleurs arrivera aussi en septembre. Ici. Je sais plus si c'est fin septembre, milieu septembre. Là, ça va arriver septembre en théorie. Ils sont pas censés avoir de retard vu qu'ils ont annoncé que c'était pas décalé. Mais en gros, pour jouer avec notre deck sur Board Game Arena, il faudra qu'on fasse le deck sur notre compte Altern. Et normalement, le site récupérera l'information. Il y a des chances que je fasse des decks en live, ouais. En tout cas, on essaiera d'un deck build ensemble et de faire des matchs avec. C'est pas impossible en effet. Et du coup, Board Game Arena va récupérer l'information du deck et tu auras ton deck directement accessible avec tes uniques et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'à l'heure actuelle, tous les sites qui existent pour faire des decks ou pour jouer en ligne ne prennent pas réellement en compte les uniques, C'est normal parce que c'est dans les bases de données d'Altern et c'est spécifique à Altern. Donc, c'est normal que Board Game Arena ait un peu la primeur de ça. Et du coup, ce sera hyper intéressant et ça sera important de le faire si jamais vous voulez jouer avec tel deck en ligne. Et c'est pas impossible, même si Altern veut pousser pour qu'on joue en physique, c'est pas impossible que des tournois s'organisent en ligne. Vu qu'on peut jouer avec nos propres cartes, ça peut le faire. Par contre, même avec l'application, je ne sais pas comment ils vont réussir à gérer le contrôle des decks. Par exemple, sur un tournoi de 1000 personnes, ouais. Ça va être des... En fait, ça va être des... Malheureusement, il y a pas vraiment, tu peux pas vraiment contrôler à chaque fois. Hein. Facile de changer de carte durant la journée. Oui, mais sauf que si tu changes de carte pendant la journée et qu'à ce moment-là, il y a un contrôle qui passe et que le mec il dit étale ton deck, je scanne tout, ok, c'est pas ta decklist, au revoir quoi. Parce que ce qui va se passer, c'est que justement avec le deck builder,
Je crois que c'est prévu comme ça. Il faut que ton deck que tu vas jouer en tournoi soit dans tes decks sur le site. Et tu vas leur dire c'est tel deck. Et eux, ils vont pouvoir s'associer à ça. Et c'est des contrôles aléatoires. Donc après, si tu passes entre les mailles, c'est tant mieux. C'est comme avec la police. Hein. Si tu peux faire un excès de vitesse et si tu passes entre les mailles, entre les scans, enfin les radars et tout, bah tant mieux. Par contre, le jour où tu te fais choper, bah tu te fais choper. Et là, malheureusement, c'est ban pendant X temps des tournois et tu pourras pas participer au tournoi. Tu risques de perdre donc ton aventure passe. Si tu avais eu des qualifications à des championnats d'Europe ou n'importe quoi, bah, tu vas sauter aussi. Donc ça peut être faisable. Maintenant, c'est pas d'intérêt de le faire. En vrai, t'as pas vraiment d'intérêt de le faire. Surtout qu'en plus, là, c'est du BO1. Ça veut dire que tu as fait un match et soit tu perds, soit tu gagnes et après tu passes au suivant. Donc... Et oui, de toute façon, les contrôles, ça reste toujours difficile, mais l'avantage, c'est qu'avec le Mascan, ce serait quand même beaucoup plus simple que de devoir retrier toutes les cartes en 3 exemplaires et dire, attends, il a bien 3 cartes comme ça, ok, check sur la liste. 3 cartes comme ça, check sur la liste. Toi, tu as l'application, tu dis, ouais, j'ai mis ça, 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 ça. Il scanne, il va vérifier que c'est légal. Si c'est légal, oh, c'est bon, tu peux continuer. Et le scan, puis moi je l'ai vu, le scan pour scanner ces cartes, je sais pas, pour ceux qui ont déjà reçu les cartes, qui les ont déjà scannées, enfin, moi je le trouve extrêmement efficace, j'ai été bluffé par leur mass scan. Hein. Quand je vois que j'en mets 4 avec 4 QR codes visibles, je peux scanner les 4 en même temps, il n'y a pas besoin de faire une par une. Je dis ah ouais, quand même, quand même. Ça c'est pour ce qui va arriver en septembre du coup, dans Game Arena, Deck Builder et tout ça. Et normalement, dernier trimestre de cette année. Ouais, incroyable. Hein. Ah, c'est hyper rapide. Hein. Moi, j'ai ouvert à 5 displays au total. J'ai pas vu les scans passer. Je faisais booster par booster. J'ai pas tout fait d'un coup, mais en général, voilà, j'avais un support de téléphone. Je sais pas si on va le voir. Un support comme ça. Je le mettais un peu incliné. Je mettais le téléphone au bout avec le scan activé. Quand je sortais une carte du booster, je le mettais en dessous le téléphone. Et à la fin de booster, je faisais ajouter à ma collection. Incroyablement rapide. Ouais. Et du coup, ce qui arrivera donc dernier trimestre de 2024, on va voir la marketplace. À l'heure actuelle, toutes les cartes sont vendues de main à main via Discord, via Facebook, via Vinted, via eBay et autres. Et donc c'est pour ça que les prix s'envolent un petit peu pour certaines cartes, hein, c'est ce qu'on voit. Donc moi, si vous voulez des cartes, si vous voulez acheter des cartes, moi je vous conseille d'attendre un petit peu parce que certaines cartes vont être un peu chères. Le marketplace va restabiliser tout ça, parce que ça va faciliter les achats. La disponibilité des cartes. En plus, la recherche des cartes sera beaucoup plus facile que là. Moi, j'ai cherché des cartes sur Discord, dans un groupe de Discord, et j'étais là, j'ai dit, putain, il faut aller chercher chaque personne qui fait ses annonces, ou alors faut poser une question. Et des fois, ça se noie dans le flot, c'est un peu un bordel. Mais là, l'avantage, c'est que ça sera un peu plus facile, parce que les gens pourront les mettre directement sur le marché, et dire, ok, je la vends tant, et tu pourras pas choisir directement. Je suppose qu'aussi avec la marketplace arrivera aussi la possibilité de faire des prêts de cartes, parce que là pour le moment on peut pas prêter une carte à quelqu'un. Notamment si on veut prêter une carte à un ami pour qu'il puisse jouer à un tournoi s'il lui manque quelques cartes, eh ben on pourra le faire via l'application, mais pour le moment, j'ai pas vu l'option pour le faire. Donc je pense que c'est pas faisable et à mon avis ça arrivera avec la marketplace. Ou alors ça sera une feature qui est pas majoritaire, qu'ils ne mettent pas dans leur roadmap. Ils annonceraient peut-être au cours du mois. Et l'autre chose importante qui va arriver fin 2024, c'est le print on demand. Enfin, le print on demand, ça va permettre d'imprimer toutes les cartes qu'on a achetées via le marketplace potentiellement et qu'on ne va pas recevoir physiquement. Parce que là, à l'heure actuelle, pour acheter des cartes, il va falloir acheter la propriété numérique. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la propriété numérique. Si quelqu'un vous envoie pas les cartes, bah ok, il vous a pas envoyé les cartes, vous les avez pas tout de suite, mais au moins vous n'avez pas perdu les cartes parce que vous avez la propriété numérique. Donc lui il pourra pas les utiliser en tournoi, par contre vous pouvez. Donc c'est hyper important cette propriété numérique. Là je pense que ça fera partie d'une vidéo, d'un live ou n'importe quoi, on parlera un peu de qu'est-ce qu'il faut penser à faire quand on veut faire des échanges ou quand on veut acheter des cartes, faire attention à quoi. Pas se faire avoir. Moi typiquement j'ai acheté des cartes, je les ai pas encore reçues, donc j'espère qu'ils vont arriver. Ça fait une petite semaine, donc je commence un peu à m'inquiéter. Mais j'ai la propriété numérique. Donc je sais que quoi qu'il arrive avec le print on demand, je pourrais les imprimer. Donc c'est ça il faut faire vraiment attention. C'est propriété numérique obligatoire si vous voulez avoir les cartes et pouvoir les utiliser en tournoi. Il faut que vous ayez la propriété numérique. Si après on vous les envoie pas physiquement, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose et c'est moins grave quand le print on demand sera là, vous pourrez réimprimer. Alors certes, vous devrez payer un petit montant en plus, mais au moins vous aurez la carte, vous êtes sûr de l'avoir.
Donc le print on demand va être hyper important, il va être hyper smooth de l'avoir, de tester ça. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne et j'espère que ça se passera bien. Mais ouais, hâte de voir tout ça. Et du coup l'autre en 2025 qui va arriver, donc c'est des services en plus de boutiques. C'est pas exactement, c'est pour, je pense que ça va être spécifiquement pour les propriétaires de boutiques. Peut-être potentiellement faire des packs et autres et les vendre directement depuis le marketplace. Je sais pas exactement. Des records personnels. Enfin, on voit qu'il y a d'autres trucs qui arriveront, mais tout n'a pas été annoncé. Vous voyez, on a Tools Improvement, donc des outils en plus, amélioration d'outils. On ne sait pas encore ce que ça va être. Peut-être qu'ils vont améliorer justement le marketplace, peut-être qu'ils vont améliorer le deck builder par la suite, la visibilité des cartes. Et voilà. Ça serait cool de voir les wishlists aussi. Je sais pas si on peut voir les wishlists, mais en tout cas, quand on voit des cartes, hop, résultats détails, on peut la mettre en wishlist en effet. En effet, on peut la mettre en wishlist. Je sais pas si on la voit derrière. Je sais pas si vous avez déjà un peu regardé. À la limite, ça, on peut faire le tour aussi un peu du site web pour comment faire des échanges et autres. Mais si vous avez regardé, si vous avez fouillé un peu sur l'application, on a moyen de voir les cartes que les autres ont à échanger. Le seul moyen de les voir, c'est d'avoir la personne en ami. Typiquement, si je vais voir dans mon profil ici, je vais voir mes amis. J'ai beaucoup d'amis, c'est parce que j'ai fait quelques échanges. Mais sinon, je prends le grenier ludique. Là, je vois qu'il a 2 cartes à échanger. Je peux faire voir. Et là, je vois qu'il échange cette carte-là et cette carte-là. Malheureusement, on ne peut pas zoomer. Chiant. Mais du coup, ce qui est bien avec cette application, c'est que si je veux cette carte-là, je fais plus ici, je fais valider. Ça va initier un échange avec lui. Et lui va pouvoir aller voir dans mes cartes à moi s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Il pourra la mettre en souhait. Il va valider. Moi, je vais recevoir une notification comme quoi il a ajouté une carte. Et je vais pouvoir accepter l'offre. Si j'estime que l'offre d'échange est équivalent, je vais faire accepter. Et là, propriété numérique échangée. Fini. Si vous êtes en contact après avec la personne, vous pouvez lui dire envoie-la moi. Et voilà. Alors, tiens, question. Un couple, un compte, les deux ne peuvent pas faire de tournoi. Non, en effet. Si vous voulez participer tous les deux tournois, il faut que vous ayez chacun vos comptes avec les cartes que vous jouez, à minima. Donc en effet, 2 personnes ne peuvent pas jouer sur le même compte. Il faudra vraiment 2 comptes distincts. Mais après, sur le principe, il te faut juste les cartes que tu as dans ton deck. Tu les mets dans ta collection, la quantité exacte. Et c'est fini. D'ailleurs, pour information, il n'a rien à voir, peut-on avoir 3 uniques? Tu peux avoir 3 uniques avec le même nom. Ta limite d'uniques dans un deck, c'est 3 uniques. Point. Peu importe les noms qu'ils ont, c'est 3 uniques. Le seul truc, c'est que si jamais tu as 3 uniques avec le même nom, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de rares et de communes avec ce même nom-là, parce que chaque carte éliminée est limitée en 3 exemplaires du même nom dans le deck. Peu importe la rareté. Et par contre, tu peux avoir 3 uniques du même nom. Aucun problème là-dessus. Petite information sur les cartes et notamment pour les decks. Comme on voit, il y a un QR code ici. Le QR code, il sert essentiellement à identifier votre carte. C'est pas ce QR code là qui va dire ce QR code là c'est cette carte là. Non. Ça veut dire que si jamais vous voulez échanger des cartes, il faut pas se dire ah mais comment je fais pour... Parce que j'ai vu pas mal de la question passer, c'est comment je fais pour retrouver la carte qui a ce QR code là, c'est compliqué et tout parce que c'est pas indiqué. En fait, à part pour les uniques, mais parce que les uniques sont uniques, donc du coup il y en a qu'une de cette envergure là, de ces stats là. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Pour les autres, peu importe le QR code, tant que vous avez 3 exemplaires, là si je prends l'élémentaire de Kaelon, tant que vous avez 3 élémentaires de Kaelon dans votre collection, peu importe laquelle vous passez à votre ami, à votre conjointe ou conjoint, peu importe, tant que vous avez si vous en avez 3 dans le deck, tant que vous en avez 3 dans votre collection, ça fonctionne. Il n'y a pas c'est pas lié au QR code distinct, c'est pas lié à un QR code distinct, c'est vraiment, j'en ai 3 dans ma collection, quand ils vont checker, ils vont voir que vous en avez 3 dans votre collection, c'est bon. Pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, le print on demand, là où il peut être intéressant, c'est que vous, dans votre collection numérique, vous avez besoin que d'en avoir 3, mais rien ne vous empêche d'en imprimer 9 et de les mettre dans 3 decks différents. Tant que vous ne les jouez pas en même temps, bah, quand on va checker, on va dire ah bah c'est bon, vous en avez 3, vous en avez 3. C'est bon, pas de souci, vous êtes légal. Voilà. Donc
vraiment, la collection, vous n'êtes pas obligé d'avoir plus que 3, numériquement, de chaque exemplaire. Ça veut dire que tout ce que vous avez en plus de 3 exemplaires, limite, vous pouvez le vendre ou les donner à votre conjoint si vous avez un conjoint. Comme ça, il a une collection qui se crée en parallèle. Mais sinon, tant que vous en avez 3 dans votre collection, le reste, vous pouvez le revendre, le donner si vous voulez le donner. Et tant que vous avez ces 3-là, vous pouvez les jouer et vous serez toujours légal, même si vous imprimez 10 fois la même carte. C'est légal. Ça, c'est important à comprendre aussi dans le jeu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Normalement, j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler moi aujourd'hui, mais si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, j'avais prévu 2 heures de live, donc il reste 40 minutes. Si jamais vous n'avez pas spécialement de questions, je peux lancer à la limite une partie sur Game Arena où on pourra tester. Alors, ça sera un starter deck, donc ça sera pas exceptionnel au niveau du jeu, ça sera les trucs starter, mais ça peut permettre de refaire un point sur les règles que j'ai expliquées la semaine dernière. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, à la limite, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une partie sur Game Arena et que je vous fasse une petite explication du coup des règles au moment où je les joue, etc., etc. Ça sera le plus rapide parce que du coup, comme c'est timé, il faudra que je fasse un petit peu de temps. Bon appétit à toi et bonne soirée. De rien pour les infos. N'hésite pas à revenir les prochaines fois. Je restreamerai normalement samedi. Le soir, par contre. Voilà. Oula. Ça bug. Ok. Alors, tu m'as dit un petit Lyra. On va jouer un petit Lyra. Allez. C'est pas le meilleur deck de démarrage Lyra, malheureusement, mais on va jouer un petit Lyra. Et le chat ici. Alors, Lyra, on a dit. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel pour le jeu, on va piocher 6 cartes au début de la partie. Je vais devoir en mettre 3 en mana. Et ça va être mon premier tour. Et derrière, je vais jouer les 3 cartes qui me restent. Dans l'ordre que je veux. Si je peux en jouer qu'une, je peux en jouer 2. Et je vais jouer 3 cartes. Et une fois qu'on a fait ça, à chaque tour, je vais piocher 2 cartes. Et je pourrais choisir parmi toutes mes cartes en main, une à mettre en mana. Donc là, on voit ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en mana? Moi, ce que je mets en général en mana, c'est les cartes qui coûtent cher. Alors là, d'ailleurs, j'ai que des cartes qui coûtent cher. Celle-là va partir, je pense. Un peu trop cher pour le moment. Celle-là aussi. Et là, je peux choisir entre ça et ça. Le truc, c'est que quand je regarde là, j'ai un permanent qui me permet de lancer 2 dés. Je me dis que ça peut être pas mal pour jouer elle au prochain tour, qui me permettra plus facilement de ravitailler ou de piocher. En sachant que ça jouera aussi avec mon héros. Donc il y a des chances que je garde elle. Même si lui il a des grosses stats. Mais ça veut dire aussi que j'accepte de ne pas avancer dès le premier tour. Et là je joue contre un Teja, donc ça risque d'être compliqué. Mais je pense que je vais ancrer ça. Mettre en mana ça, pardon. Ok. Moi qui commence. Donc, malheureusement, je vais lui donner l'information. Mais je pense que je vais jouer ça direct. On va voir ça dès le prochain tour. Ah, Lyra, moi c'est ma faction de ma faction de cœur, Lyra. Vraiment, le côté un peu chaotique des choses, j'adore. Là, je pense qu'il va avancer des deux côtés, le monsieur. Et ouais. Et moi, mon perso préféré chez Lyra, de toute façon, c'est Fen, actuellement. Alors, donc là, il va avancer des deux côtés. Malheureusement, je lui donne l'information comme quoi il pouvait avancer, hein, donc c'est normal. L'autre difficulté avec Lyra,
c'est qu'ils ont beaucoup de cartes qui ont des stats à 0. Voilà, j'ai 2 cartes, ils ont 2 stats à 0. Je veux dire que même là, au prochain tour, par exemple, il a déjà 2 personnages ancrés. Peu importe où je me mets, bah, ma croupière me fera pas forcément, lui permettra d'avancer à lui aussi, potentiellement. Parce que j'ai 0 en forêt, donc s'il a besoin de forêt pour avancer, je suis un peu, je me suis fait un peu avoir. Là, je vois que du côté compagnon, bah, il est bloqué sur de l'eau, donc potentiellement elle va pouvoir me servir et m'être utile pour l'empêcher d'avancer. Celle-là peut être intéressante. Vu que j'aurai 4 de mana, potentiellement je peux jouer celle-là et celle-là. Là, ça me lancera 2 dés, donc j'aurai une chance de récupérer 2 boosts au lieu d'un. Je pourrais en mettre un ou deux de plus avec ça, voire ancrer. Donc ça peut être intéressant, ouais, de jouer potentiellement ces 2 cartes-là. Celle-là va repartir en encre, malheureusement. Il y a des chances. Des chances que peu cher, sinon c'est lancer un dé sur 4 plus, je gagne ancré. Là, c'est 3 boosts. En vrai, je peux temporiser ce tour-ci en mettant ça et ça. Et je peux ancrer ça pour jouer ça au prochain tour, potentiellement. Allez, on va tester ça. Je mets le mana. Hop là. Là, c'est à lui de commencer. Il gagne des boosts. Donc c'est soit j'essaye d'aller le bloquer. Il joue ici, donc il va vouloir avancer là. Là, il lui reste plus qu'un de mana. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent jouer à 1 de mana. Elle a réancré lui. Alors lui, il va essayer de le garder pour en gagner des stats à gogo là. J'ai déjà joué ça ici. M'empêcher d'avancer de ce côté-là. On va voir ce qu'il fait. Ça va être compliqué, ça va être son gros champignon, quoi. Donc là, il a passé. S'il a passé, je suis même pas obligé de jouer celle-là, je peux la garder. Je suis même pas obligé de prendre le risque de ça, de faire 2-1. Il y a le côté avec ça qui me permet de lancer 2 dés, il y a quand même peu de chance. On va activer son pouvoir. Allez. Alors, vous devez choisir. Lancer un dé. Si vous entreprenez cette action, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ok. Je lance 2 dés. Ah, j'ai fait 6, ça m'intéresse. Je vais garder le 6 parce que ça va me permettre d'ancrer le personnage et de le garder pour le prochain tour. Pas trop mal. Pas trop mal. Et là, bah, je vais pas jouer ma carte, je vais la garder et je vais passer. Autant garder des ressources que je sais que je pourrais pas le bloquer de l'autre côté et moi j'avance quand même de ce côté-là. Et je le bloque lui pour avancer. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Après, il a quand même un avance assez conséquent. Il va falloir que je trouve le moyen de gérer ce petit champignon. Je vais défausser une carte de votre réserve pour réduire mon coût de 2. Renvoyer le personnage ou le permanent ciblé dans le... Ah, ça peut être intéressant. Pas une gestion à proprement parler, parce que du coup ça le met sur le dessus du deck et il le repluchera. Mais ce qui est intéressant avec cette carte là, c'est que il va perdre en tempo, parce qu'en fait la carte je vais lui redonner, certes, mais il va aller au-dessus de son deck. Ça veut dire que quand il va repiocher 2 cartes la prochaine fois, je sais qu'une des 2 cartes qu'il va avoir, c'est ce personnage que je lui ai renvoyé. Ça veut dire qu'il va juste récupérer une nouvelle carte et non pas 2 nouvelles cartes de son deck. Donc c'est intéressant. Ça l'empêchera pas de revenir, mais maintenant elle sera peut-être un peu plus lente, vu qu'elle aura que 1 de stats, il faudra qu'il la réancre et qu'il reste en jeu. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu trop cher là, parce que ça veut dire que je ferai que ça pour ce tour. J'ancrerai quand même. J'espère que j'en aurai d'autres. Là, je peux peut-être essayer d'aller titiller avec lui. C'est moi qui joue en premier par contre, hein. C'est moi qui joue en premier, ça c'est chiant. Donc après c'est toujours pareil, je joue en premier, je peux potentiellement jouer ça, ça derrière, ça qui va me faire ravitailler, qui me permet de voir une carte de plus. Plutôt que de tout donner et lui montrer ça. Là il avance en quoi? Il avance en terre et forêt, donc là elle serait pas intéressante pour la partie forêt. Je vais même faire ça.
J'ai besoin de voir des cartes en main. Ça peut me donner des boosts, c'est pas mal. Ça peut me permettre d'aller le titiller. Là, elle a que 3 de force, donc s'il monte pas plus haut, je peux potentiellement essayer d'aller le chercher avec ça. Dites-moi si vous voyez bien l'écran, hein. Sinon après je peux passer aussi en mode plein écran. Là, il est venu ici. Il a 5. Il a 5. Pas pouvoir faire grand chose, je pense, pour l'empêcher d'avancer. Là, j'ai pas forcément besoin de jouer ici. Ouais, compliqué ça. Je pourrais pas jouer ça, quoi qu'il arrive. Là, je peux monter, je peux avoir que 2 stats en plus. Là, potentiellement, je peux avoir plus en vrai, hein. On va tester ça. Ah. Allez, sans moins gros chiffre, c'est bien ça. Un 5. Regardez le 5. Oui. Je mets la cible. Ça peut me permettre d'avancer quand même de ce côté-là, en sachant que j'avancerai aussi de l'autre côté tant qu'il ne met rien de l'autre côté. Donc c'est pas mal, ça peut me permettre de reprendre de réduire un peu l'écart s'il avance. Ah, il arrive avec ça évidemment. Il va venir le titiller. Il peut pas venir le titiller, par contre je l'empêche d'avancer de ce côté-là. Je vais quand même lancer ça en tant qu'affaire. On va choisir une carte, on va choisir elle. Cible. Parce que tu peux l'ancrer. Ici, sinon ça sera un 3. Hop là. Gagner une bouche de plus. Il a passé de son côté, bah je vais. Ah, il a pas passé. Encore un mana, il a passé. Il avance d'un côté, malheureusement, j'avance de l'autre. Ah, mais il m'a fait piocher avec ça. Donc là, il va devoir garder quelque chose. Oui. Ok, donc là, il a plus son champignon qui était gros. Ah. Il a lui qui est ancré, mais c'est pas le plus dangereux. À l'heure actuelle, en tout cas. C'est pour ça qu'il me permet de mettre des stats. J'ai celui-là qui va me permettre. Là, potentiellement. Ouais, j'ai rien à 1 derrière, c'est un kick, non. Mais potentiellement. Ah, quoi là. Voyons en réserve un personnage ciblé de coups de main. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je vais le garder. Peut être en surprise, ça peut être sympa. Est-ce que je vais. Oh, il y a la combo ça, plus ça qui peut faire mal. J'explique. Celle-là, elle donne fugace à quelqu'un. C'est-à-dire que s'il me joue, par exemple, une carte de la main qui est pas fugace, je peux lui mettre fugace avec ça. Ça veut dire que dès qu'elle quittera, elle ira directement en défausse, elle ira pas en défausse. Elle ira pas en réserve, pardon. Et en plus, je peux la défausser grâce à ces parties pour le faire défausser directement sur le tour où elle arrive. Donc c'est intéressant à regarder. Donc je pense que je vais ancrer ça. On va ancrer ça. On va ancrer ça. Voilà. C'est à moi de commencer par contre. Sinon. Les 6 de mana, il me faut 5 pour tout. Il faut 7 pour tout faire, donc ça va être compliqué. J'ai de la réserve aussi. Après, l'avantage, c'est que les deux cartes là, donc c'est Danseuse et Esmeralda. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes les deux sur la terre et l'eau. Et là, il avance sur la terre et l'eau ici. Allez, je joue sa grosse carte là. Voilà, typiquement, il a claqué 3 de mana. Après, il peut encore jouer ça derrière. Et il a 4 de stats, il a mis un marqueur dessus via l'effet de son personnage. Donc limite, je peux lui dire Zou, je lui renvoie en défausse et il perd des grosses stats. Ça va l'enquiquiner.
Il fait perdre une grosse créature, mine de rien. Des grosses stats. Moi, je peux potentiellement essayer de venir le titiller derrière. Alors, ça va être compliqué. Mais je peux essayer. Je peux essayer avec ça et ça. Ça et ça, et avec mon personnage là. On va voir ce qu'il va jouer. On va voir comment il va le jouer. Joue ici. Ok. Donc, je pourrais pas jouer sur les deux tableaux. Il avance en eau et en terre, mais il n'a pas de terre. Donc il avancera que en eau. S'il avance que en eau, je peux venir avec celui-là ici. Essayer de le booster au prochain tour. Ouais, on va faire ça. On va essayer ça. Faire ça. Là, je joue là. Je l'égale en forêt. Donc moi, pour gagner, il faut juste que je mette un marqueur. Mais le marqueur, je peux l'avoir là. Si j'arrive à avoir un marqueur ici, il gagne 3 en eau. Il empêchera d'avancer lui. Et moi, me permettra d'avancer. Et potentiellement, si j'arrive à avoir un 2 ici, un 2 Non, si j'arrive à avoir 2 marqueurs ici, je l'empêche d'avancer et moi j'avance en eau. Donc on va faire ça. Je vais lancer le dé. Confirme. Et j'espère juste il me faut un 4, c'est parfait. 4. Je mets dessus. Je l'empêche d'avancer. Et moi je vais pouvoir avancer. Là je vais jouer ça ici. Il me faut. Ah évidemment c'est que un 2, donc c'est pas suffisant. Malheureusement. Malheureusement c'est pas suffisant. Il aurait fallu 4. Dommage. Pas grave. Et ralentit l'hémorragie. Forte chance qu'il gagne, hein. J'ai un peu trop de retard là. Ok, il va falloir que je choisisse une carte à garder en réserve. Malheureusement, celle-là est un peu chère. Celle-là est pas très chère. Elle peut reprendre des stats. Donc on va... Là, on a 6 de mana. Donc en fonction de ce que je pioche, je peux potentiellement ne pas mettre en mana. Après, j'ai ça à jouer qui coûte 5. Avoir 7, ça peut être pas mal. Parce que ça peut jouer... Après, je peux faire 5 et 6 avec ça. En vrai, je suis pas obligé de mettre en mana. Là, il avance sur Terreo. Là, j'ai une Terreo. J'ai une Terreo. Une Terreo, là, j'ai ça. Là, elle avance en terre. Je peux ancrer celle-là. Elle va pas trop me servir. Ouais, ce que j'aime beaucoup dans la Terre, c'est ça, il faut prendre en compte vraiment tout, les biomes présents sur la case où tu es, les biomes où tu vas arriver, enfin, faut vraiment tout prendre en compte, c'est vraiment hyper intéressant comme jeu. La réflexion est très poussée et les choix ont vraiment un gros impact. Là, il va jouer une carte, il joue. Ah, c'est moi qui joue encore en premier? Ok. Alors, on a dit qu'il allait lancer en terre et eau. Terre, il a 0, donc moi potentiellement je peux réussir à avancer facilement en terre. Là où lui, il va plus galérer. La question, c'est quelle carte je joue. J'ai 7, donc je peux jouer soit ça avec ça. Et là, je pense qu'il vaut mieux que je mette ici, que je gonfle un petit peu les données fugaces. Ah, c'est dommage. Ou alors je joue ça pour ravitailler une carte et voir ce qui arrive. On va faire ça, je pense. Ravitaille ça. Il me permet de renvoyer une carte en main. Ça, c'est pas mal aussi. En action rapide. Et il m'a fait piocher ça, qui a quand même des gros body. Ok. Il a encore... Ah oui, il a encore 4 de mana, le cochon. Le truc, c'est que si je mets ça, je passe à 6 de stats. 6 de stats. Ouais, il est très élevé, il a 600 en montagne. Et je peux potentiellement gagner 3 boosts, donc je peux passer à 7 ou gagner en cré. Si je joue ça, derrière, je peux plus rien faire. C'est un peu compliqué là.
Est-ce que je lâcherai pas ce côté-là pour aller me focus de l'autre côté? Sauf s'il a encore une grosse carte et là je serais bien nu. Hmm. C'est intéressant, mais c'est compliqué de jouer contre Mouna parce qu'il a généralement des gros body. J'ai pas de gestion du tout. Si je joue 4, je peux encore jouer ça derrière. Le fait de jouer ça ici me fait pas avancer. Le fait de jouer ça ici peut me faire me faire avancer en terre. Ça veut dire que derrière, côté là, si je joue ici, je suis niqué. Là, ici, je vais donner fugace à son arbre. De ne pas le revoir au tour d'après si jamais on va un peu plus loin. Je pense qu'il faut lâcher ce côté-là, malheureusement. Au moins. Ok, il lui a donné recré. Il lui reste 2 de mana. Je vais cibler celui-là. On peut gagner en cré pour le tour d'après, ça serait cool. Et. Oh, pas de ancré. Hop là. Ok. Je vais pouvoir activer son de support. La défausse pour récupérer une carte en main. Pour récupérer ça, parce que ça peut me donner fugace et me remettre une carte en réserve, donc ça c'est cool. Est-ce que je joue ça? J'ai 2 cartes qui vont à la réserve. Ouais, c'est que je sais pas s'il va passer ou pas, quoi. S'il passe, il peut me niquer. Je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je peux potentiellement ravitailler et avoir quelque chose d'intéressant. Prochain tour. Quoi? Les 2 personnages gagnent. Ok. Il booste. En fait, il booste beaucoup sa créature ici, là. Au prochain tour. Je vais passer. Il va passer aussi. Et là, 15 jours aurait été intéressant parce que j'aurais pu lui dégager ça. Là, j'ai trop de retard. Je vais pas pouvoir gagner. Là, le seul moyen que j'ai de gagner, c'est de l'empêcher d'avancer des 2 côtés. Ouais, Mouna, ça ancre les personnages, c'est compliqué. Mouna, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Ça dépend en vrai. Par rapport au starter comme ça, ouais, Mouna est assez fort, hein. C'est pas pour rien que ça fait partie des top decks. Alors là, il va falloir que je vire beaucoup de cartes. Donc ça, c'est de l'effet de la main. Je vais garder ces 2 grosses cartes là. Quoique, ouais, parce que je vais garder ces cartes là parce que du coup, ouais, donc ça, il faut que je dégage. Ça, il faut que je dégage, ça, je peux dégager. Jamais. Mais ouais, Mouna, ça met des gros body par rapport au starter deck, c'est fort. Je sais pas si c'est le meilleur. En tout cas, c'est pas celui que j'ai préféré jouer. Moi, je préfère jouer Ordis dans les starters. Ordis, je le trouve fort. Est-ce que je vais vouloir ancrer? Ah, j'ai un sabotage possible là. C'est dommage, j'ai pas eu de gestion. Pas eu de nouvelle gestion. Là, mon personnage va être un peu faible là maintenant. Un peu compliqué. Mais mine de rien, j'ai 4 ici, potentiellement 7 si j'arrive à faire 4 plus. Non, si j'arrive à faire 1, 2, 3. Et derrière, j'ai des stats ici pas mal. Donc je peux avoir potentiellement 11 de force. Mais après, lui, il a des boosts. Après, lui, il a des boosts. Là, j'ai un sabotage possible aussi si je veux lui virer une carte chiante. Faut que je mette en mana. Faut que je mette en mana pour m'ouvrir des possibilités de jeu. Potentiellement faire 5 et 3. Ça coûte que 1. Forcément, je peux faire 4, 1 et un 3. Voilà. Il l'ancre.
Est-ce que je joue ça? Faut que j'empêche les avancées. Ça donne des boosts. Ça donne des boosts. Alors c'est soit je lui sabote ses boosts pour être sûr qu'il puisse pas prendre de boost. Mais après il a la tête en main. Si je joue ça, je peux jouer qu'un coup 2. Pour aller chercher l'eau, ça se fait, mais après c'est surtout ce côté-là, moi j'ai peur. Là j'ai peur que je suis obligé de mettre toutes mes billes là-dedans là. Vas-y, on va jouer ça, tant pis. Ok. Donc je vais être ancré. C'est pas forcément ce que je voulais. Et tant pis. Pas pouvoir faire grand chose de plus. Lui il a juste à mettre une bête d'un côté et de l'autre côté, il a gagné. Ouais. C'est le problème. Si j'avais eu les 3 boosts ici. J'avais eu les 3 boosts ici, il aurait été obligé de jouer ici pour pouvoir avancer. J'aurais pu venir le contrer là. Là malheureusement. Et ferme. Prendre le 5 de toute façon. Là je vais jouer ça. Pour aller lui saboter sa carte en réserve. Et il aura gagné dans tous les cas. Il en avait une autre. Il en avait une autre. Il avait une sortie un peu correcte lui. Je passe et puis il a gagné. Ouais, c'est compliqué Mouna avec le starter. En construit, il est quand même bien plus fort. Il est quand même bien plus fort. Je veux dire GG. Ouais, je me suis bien battu. Non, c'était intéressant. J'étais juste sur la prise de décision, mais la réflexion est vraiment importante dans Alterne, est vraiment bien. Moi, j'aime Lyra. Après, en effet, Lyra, pas Lyra, Mouna, pardon. Non, Lyra, si, j'ai une bêtise. J'aime bien Lyra parce que le côté chaotique et il y a beaucoup de réflexion. Mais Lyra demande vraiment une vision de jeu très globale. Parce que Lyra, comme ils ont des stats à 0, c'est ceux qui ont le plus de stats à 0 parmi toutes les factions. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les prochains biomes sur lesquels tu vas arriver, les biomes de son adversaire, pour savoir ce que tu vas garder en main, ce que tu vas jouer de quel côté, etc. etc. C'est hyper intéressant, mais c'est hyper intense au niveau de la réflexion. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mal au crâne quand je joue à des jeux avec Lyra. Et voilà. C'était une belle partie. J'espère en tout cas que ça vous a plu le petit live et si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que je déconnecte. Sinon, ça sera le prochain live samedi prochain. Samedi là, normalement. J'ai prévu 21h minuit. Plus tard. Je sais pas encore de quoi on va parler. Je crois que j'avais pensé à des sujets, mais ça peut potentiellement, je peux aussi faire des parties. Potentiellement, il y aura aussi du deck build. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. C'est pas impossible qu'on parle un peu des héros et de voir comment on peut build ces héros ensemble en voyant les cartes qu'on peut mettre dedans. N'hésitez pas à revenir samedi si vous pouvez, à partager sur les réseaux quand je suis en live et à revoir les rediffusions si vous voulez revoir les rediffusions ou si vous avez peut-être manqué une partie ou si vous voulez revoir un point. Normalement, je vais mettre la vidéo sur YouTube et au pire du pire, elle sera en rediffusion. Je crois que c'est 7 jours sur Twitch, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à revoir et à laisser des petits commentaires sur la chaîne YouTube. Ça peut filer un coup de main pour la visibilité. S'il n'y a pas de questions, je vous dis à bientôt. Donc normalement samedi, comme j'ai dit.
sachez que c'est pas impossible qu'on fasse aussi un petit débrief samedi parce que je fais un tournoi à Longjumeau ce jeudi. Donc c'est pas impossible qu'on fasse un petit débrief samedi de comment ça s'est passé, de ce qui s'en ressort aussi en globalité avec qu'est-ce que j'ai vu le plus comme héros et autres. Et donc voilà. Sur ce, moi je vous dis une bonne soirée à vous. Et je vous dis à très vite en effet. Ciao!